Moi, je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois, une seconde fois, Document d'artiste avec d'autres intervenants dont je laisserai se présenter les uns après les autres qui ils sont, mais je vous remercie beaucoup d'être là. C'est toujours un plaisir d'accueillir Document d'artiste. C'est quelque chose de nouveau à La Réunion. C'est nouveau aussi pour l'école d'art d'échanger avec Document d'artiste puisque vous êtes assez récent, mais c'est au moins déjà 2 conférences qui sont 2 projets très intéressants pour nous, et il y a l'idée d'aller plus loin dans différents échanges. En tout cas pour les élèves, vous le verrez certainement dans les mois à venir, il y a des projets qui se mettent en place. Et puis je crois que Document d'artiste, c'est très très important pour les artistes réunionnais. C'est un vrai espace de visibilité, de diffusion et d'accompagnement. Et moi, j'en suis d'autant plus fier, content et intéressé que forcément, dans ces jeunes artistes, il y a beaucoup d'anciens et d'anciennes élèves. Donc, ça me tient forcément à cœur. Du coup, je remercie aussi Pierre-Louis Rivière, le président de Document d'artiste, d'être présent. Et, voilà. Et puis, je salue notre responsable des arts plastiques à la DAC, Natacha Provençal. Voilà. Et puis, je vais laisser la parole à Bérénice Saliou, directrice de Document d'artiste, et puis à nos invités que je remercie d'être présents et qui on a pu échanger tout à l'heure. C'était fort sympathique. Et je pense que les échanges aussi, en tout cas la table ronde et les échanges après, le seront aussi. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci beaucoup, Julien, pour ton accueil et surtout merci donc, à toute l'équipe de l'École des Beaux-Arts de La Réunion pour cette deuxième rencontre effectivement, que l'on organise ensemble. Donc, Document d'artiste est une jeune association qui est née en 2019 et qui a vocation à soutenir la scène artistique réunionnaise, à en donner une photographie régionale à travers un soutien en visibilité, un site internet qui leur est dédié et où ils peuvent vraiment montrer leur travail, et l'organisation de rencontres avec des professionnels que l'on fait venir d'ailleurs. Cette fois-ci, effectivement, nous accueillons donc Johanna Neves, Bertrand Rioux et Loïc Legal, que je remercie infiniment pour leur disponibilité et les échanges passionnants qui ont déjà lieu. Cette rencontre, cette visite a lieu effectivement dans le cadre d'un programme qui s'appelle les Meet-up, et lors duquel ils sont invités à aller rendre visite, à aller échanger avec les artistes qui sont dans le fonds de Document d'artiste. Voilà, donc il y a tout un ensemble de studios-visites qui ont lieu. Et aujourd'hui, c'était important pour nous de prendre le temps de venir échanger avec les étudiants, avec le public, autour de cette question de l'écosystème du monde de l'art. Voilà, donc je vais déjà présenter nos interlocuteurs. Loïc Legal, tu es directeur du Centre d'art Passerelle à Brest depuis 2019. Tu as auparavant travaillé au Centre Pompidou comme attaché de conservation au service création contemporaine et prospective de 2014 à 2019, et tu as été chargé de recherche et de documentation au Centre national des arts plastiques. Johanna, tu es auteure et commissaire indépendante née à Lisbonne, au Portugal. Tu as travaillé dans des galeries, à Paris notamment, la galerie Chantal Crouzel et Schlegel & Lang, et à Londres, à la Marlborough Contemporary. Tu es aussi directrice et surtout directrice artistique de Drawing Now Art Fair, dont on aura l'occasion de parler évidemment, donc depuis 2017, et commissaire d'exposition. Voilà, multicasquette, Johanna. Et tu as régulièrement contribué à la revue française de dessin contemporain Roven, ainsi qu'à d'autres publications et catalogues. Et à toi, Bertrand, tu es directeur du CACN, Centre d'art contemporain de Nîmes, depuis 2017, et également curateur indépendant, membre du conseil d'administration de CEA, qui est l'Association française des commissaires d'exposition. Tu es directeur adjoint, tu as été directeur adjoint du CAIRN, Centre d'art, à Digne de 2013 à 2016, et tu es actuellement doctorant en histoire de l'art, spécialité art contemporain au laboratoire CRISES, voilà, de l'université Paul Valéry à Montpellier 3, où tu réalises une thèse sur l'histoire des centres d'art contemporain en France. Voilà. Donc, la rencontre d'aujourd'hui porte sur cette question de l'écosystème du monde de l'art, autrement dit, comment les différentes structures qui habitent le territoire aujourd'hui, qu'il s'agisse
galeries d'art, de musées, de centres d'art, de biennales ou de foires cohabitent et surtout comment s'y instaurent les relations avec les artistes, entre commissaires d'exposition et artistes. On va vraiment pouvoir aller un petit peu plus en profondeur sur ce sujet, puisque mes interlocuteurs ici ont chacun une expérience très particulière et avaient envie de partager avec vous aujourd'hui la façon dont se tisse une relation toujours différente en fonction des contextes dans lesquels elle se compose. Donc, je vais déjà leur laisser la parole à chacun d'entre eux pour qu'ils se présentent, qu'ils vous présentent leur parcours à travers quelques visuels qui illustrent la façon dont ils ont pu, chacun à leur endroit, travailler avec les artistes au cours de leur carrière. Donc, on va par toi, Loïc, si tu veux bien. Je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours en images. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer, j'ai choisi une image d'une exposition dont je me suis occupé au Centre Pompidou. Donc, je ne commence pas au début, mais volontairement, j'ai souhaité évoquer le travail du commissaire ou le travail de l'historien de l'art à travers une recherche que j'ai menée pendant de longues années, pendant 3 ou 4 ans, autour de l'artiste Franz West, qui est un artiste viennois, peut-être que vous connaissez, qui est identifié, un artiste assez important. Et j'ai souhaité vraiment commencer avec cet artiste parce que ça montrait en fait le travail de l'historien de l'art sur la durée. Plusieurs fois dans mon intervention, je vais parler de la question de la durée, de la relation avec l'artiste, avec l'ayant droit, avec la famille, avec les amis d'un artiste, sur plusieurs années, voire plusieurs générations parfois. Et donc cette exposition, c'est une exposition que voilà, j'ai élaborée, ma chef à l'époque avait élaboré, qui s'appelle Christine Massel, avec la Tate moderne. Et donc c'était vraiment l'occasion de revenir sur une rétrospective d'un artiste. Et donc c'est 3 ou 4 ans de travail. Ça, c'est important de se dire qu'à chaque fois, lorsqu'on travaille avec des artistes, c'est une relation dans la durée, une relation même posthume parfois. Et donc c'était un peu un exemple que j'ai voulu montrer ici. Beaucoup de mes images sont des images de mes archives personnelles aussi. J'en dirai aussi 2-3 mots aussi sur la question importante de conserver des documents, conserver des objets, que ce soit lorsqu'on soit un artiste ou un ou une commissaire d'exposition. On va peut-être passer à la seconde slide. Alors, ça, c'est aussi assez particulier. C'est-à-dire que lorsque j'étais au Centre Pompidou, j'ai également eu envie de sortir des murs de l'institution. Parfois, le Centre Pompidou et d'autres grands musées peuvent être assez, comment dire, un peu compliqués, un peu étouffants. J'avais vraiment envie de pouvoir développer ma pratique de commissaire d'exposition d'une autre manière. Et à ce moment-là, j'ai en fait dédié une pièce de mon appartement à Noisy-le-Sec, donc mon salon, voilà, en salle d'exposition. Donc pendant 2 à 3 ans, je n'avais plus de salon. Et j'ai profité de ce moment-là pour inviter de nombreux artistes et artistes, à la fois locaux, nationaux ou même internationaux, parce que j'ai invité par exemple C.C. Wu qui est de New York, à venir exposer dans ce salon. C'est aussi l'occasion de créer une relation assez particulière avec les artistes, à la fois de confiance, d'amitié, mais aussi dans le quartier. C'est-à-dire que Noisy-le-Sec, c'est un quartier, c'est une ville en banlieue parisienne plutôt populaire, et c'était aussi l'occasion de pouvoir ouvrir une habitation en fait, à des habitants du quartier et de montrer des choses qui n'avaient pas forcément lieu d'être ici, dans ce contexte-là. Donc là, c'est une œuvre de Denis Buck, donc un artiste allemand. Et pareil, c'est aussi l'occasion de ces expositions de faire des liens avec d'autres lieux en Europe. Notamment, j'ai fait beaucoup d'échanges avec ce qu'on appelle les artistes run space. Les artistes run space, c'est des lieux qui sont gérés par des artistes. Donc, vous en avez à La Réunion, la Box ou la Friche à l'origine. Et donc ici, c'est donc une association qui s'appelle Plus DD, qui est à Berlin, qui est venue montrer cet artiste-là donc chez moi à Noisy-le-Sec. Merci. Là, je vous montre une image qui ne me concerne pas directement, mais qui est une image d'une exposition qui avait lieu au Kunstinstitut Meli, qui est un centre d'art qui est à Rotterdam, qui s'appelait avant le Vide de Witt et qui a changé de nom pour des questions
on va dire, de rétablissement d'une vérité. C'était une rue qui était associée à Vide de Vide, qui était une personne qui a encouragé la colonisation. Et donc, c'est une exposition de Alia Farid. Alia Farid, qui est une artiste à la fois de Porto Rico et du Koweït. Et c'est une artiste que j'ai pu rencontrer par le passé en 2012-2013 lors de Biennale de Sao Paulo. Et assez rapidement, on s'est dit qu'on allait un jour faire une exposition ensemble. Donc, c'était en 2012. Et depuis, je la suis en fait. Et ça, c'est important de comprendre qu'une relation entre un commissaire d'exposition, un critique ou un historien de l'art avec un artiste se crée aussi dans le temps. C'est aussi pour ça que je vous montre ça ici. C'est qu'aujourd'hui, avec Alia, on va faire une exposition, mais en 2024. Donc, ça fait 12 ans en fait qu'on travaille ensemble finalement. Et 12 ans que je vais voir ces expositions en France, à l'étranger, essentiellement à l'étranger parce qu'elle n'est pas française. Et donc, c'est vraiment des relations de confiance et de durée qui se créent avec les artistes. Souvent aussi en amont en écrivant des textes sur ces artistes aussi. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine en fait, souvent. Parfois, ça peut être immédiat, ça peut se passer en 5 minutes et hop, on dit qu'on fait une exposition, mais parfois, ça prend du temps. Et donc là, par exemple, c'est une exposition qui aura lieu aussi à la fois donc, à Passerelle. Je fais une mini parenthèse. Du coup, moi, je m'occupe d'un centre d'art qui s'appelle Passerelle à Brest. Je ne sais pas vraiment si vous savez ce que c'est un centre d'art. Du coup, peut-être que je vais vite fait dire un mot sur ce que c'est un centre d'art. Donc, un centre d'art, c'est un lieu d'exposition dédié à la création contemporaine, aux arts visuels, essentiellement, même si parfois il y a des croisements avec d'autres pratiques. C'est un lieu qui n'a pas de collection, à l'inverse d'un musée ou d'un FRAC. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier dans l'écosystème des lieux. C'est un lieu aussi qui n'a pas de vocation commerciale. On n'est pas là pour faire de l'argent. Et les trois missions essentielles en fait d'un centre d'art, en premier, c'est de faire des expositions, de travailler avec des artistes. La seconde, c'est de produire des œuvres et d'accompagner des artistes. Donc, il y a beaucoup cette dimension de création d'œuvres, de production. Et la troisième mission, c'est la pédagogie et la médiation de l'art contemporain auprès des publics. Ça sous-entend accueillir évidemment des scolaires, que tout le monde connaît, mais aussi travailler avec je sais pas, des prisons, travailler avec des EHPAD, ainsi de suite. C'est un travail voilà, qui englobe un peu toute la création contemporaine. C'était la petite parenthèse pour dire qu'en fait, du coup, lorsqu'on a un centre d'art, lorsqu'on gère un centre d'art, on essaie de mutualiser les expositions avec d'autres lieux aussi pour pouvoir faire une plus grosse production avec un artiste, pouvoir mieux rémunérer un artiste, mais aussi pour faire circuler les œuvres, ce qui est essentiel dans nos métiers. Alors ensuite, j'ai mis cette œuvre de Marcus Jamal. Marcus Jamal, c'est un artiste que j'ai invité lorsque j'étais encore commissaire indépendant, attaché de conservation. J'avais aussi une pratique de critique, d'indépendant à côté de mon métier à Pompidou. Et donc Marcus, je l'ai invité pour une exposition. C'est un peintre américain, mais qui vient d'Haïti. Enfin, il y a aussi un travail de créolité. L'exposition s'appelait Gombo. Il y avait un rapport aussi à la langue et un rapport aussi à la gastronomie, ce qui est assez intéressant. Et donc ici, lui, il a vraiment un background lié à la musique aussi, et il a rendu un espèce d'hommage donc à Fat Domino. Et ce qui m'intéressait aussi de montrer là, c'était de montrer l'artiste au travail. Dans les expositions, on n'imagine pas forcément l'artiste en train de travailler, on n'imagine pas tout le travail en amont qui peut durer des mois, des semaines, des années. Et donc, en l'occurrence, ici, Marcus était venu travailler pendant 1 mois depuis les États-Unis, en Bretagne, pour réaliser cette exposition-là. Alors, on me dit d'accélérer un petit peu. Alors, ici, j'ai volontairement montré une photographie super moche, qui est vraiment loupée. C'est une photographie d'une expo que j'ai réalisée à PS 120 à Berlin. Et en fait, pourquoi je montre cette photo moche? Pour montrer en fait l'importance des documents que vous allez conserver à la fois de votre pratique d'artiste, votre pratique de commissaire, votre vie quotidienne. Et c'est vraiment l'idée d'archiver un maximum tout ce qu'on peut conserver de nos pratiques. C'est vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, si demain je fais une performance en tant qu'artiste, il faut que je puisse quand même garder des traces, un minimum. Alors après, ça peut être aussi un statement et quelque chose d'important de se dire je garde rien et ça reste entre moi et le public, ou entre moi la nature, ou entre moi l'univers, j'en sais rien.
Mais en tout cas, je vous recommande fortement de documenter correctement ce que vous faites. Et donc ici, donc là, on ne voit pas très bien du coup, mais en fait, derrière, c'est une vidéo de Laure Provost, qui est une artiste assez importante française. Je vous invite fortement à regarder ce qu'elle a pu faire. Alors ici, on est dans un studio. On est à Voula, en banlieue d'Athènes. Une grande part de nos métiers, enfin mes collègues en partageront aussi après, et on est aussi pour ça, c'est la question de rencontrer des artistes, visiter des artistes et voir des studios, voir des œuvres, comprendre le contexte. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que j'avais pu découvrir le travail d'Apostolos Georgiou, qui est donc un artiste grec vraiment important de sa génération, qui est né en 51, qui est un des grands peintres grec du XXe siècle. Il avait été montré notamment à la Documenta de Cassel en 2017. C'était un des grands artistes qui a été montré à cette Documenta. Et c'est un artiste qui est assez méconnu en France. Il a quelques pièces. Il a une pièce à Beaubourg. Il a eu des pièces à la... Sinon, après, c'est directement à la Tate ou au MoMA. Et finalement, il est assez peu vu sur le territoire. Et assez rapidement, en tant que directeur, je me suis dit qu'il fallait absolument que je puisse montrer cette peinture assez atypique, assez rare. Et donc, j'ai voulu montrer cette image pour vraiment ce rapport avec l'artiste et des rapports d'amitié qui se créent. C'est-à-dire que tout de suite, quand j'ai commencé à parler avec Apostolos et avec sa galerie, parce que c'est aussi un travail à trois, parce que beaucoup d'œuvres venaient directement de la galerie à Paris, c'était beaucoup plus simple en termes de transport, parce que finalement, dans les centres d'art, on a une économie qui est extrêmement précaire, on travaille beaucoup avec des bouts de ficelle. Le centre d'art, il est vraiment au bout de l'Hexagone, il est au fin de la Bretagne, on est très loin de Paris finalement, on est quasiment insulaire aussi dans notre manière de vivre, et donc c'est assez compliqué de faire venir des œuvres jusqu'au bout de la Bretagne. Et donc voilà, je voulais montrer ce rapport important avec l'artiste, ce rapport de création, ce rapport de discussion qui va se créer au fur et à mesure, et souvent c'est des rapports d'amitié aussi. Je vais le dire sûrement plus tard aussi, mais le rapport humain qu'on a avec les artistes, il est essentiel. Et moi, aujourd'hui, pour avoir travaillé avec beaucoup d'artistes de tout type, de tous endroits, tout médium, quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est de travailler avec quelqu'un qui est très gentil ou gentil, quelqu'un qui est une bonne personne. Et en fait, je me permets le luxe maintenant de plus travailler avec des artistes qui sont vraiment désagréables, qui vont maltraiter les équipes, et ainsi de suite. Pardon ? Ça existe évidemment dans les deux sens. Ouais. Exactement, tout à fait. Ensuite, je montre donc cette photographie du diplôme d'une artiste. Parce qu'aussi, en tant que commissaire, en tant que directeur d'institution, on est amené à travailler avec les écoles d'art, beaucoup, à visiter les étudiants dans les écoles. Donc moi, c'est quelque chose que je fais très fréquemment. À Brest, il y a une école d'art. Il y a une école d'art aussi à Lorient, à Quimper, à Rennes. Donc sur un territoire finalement assez restreint, on a 4 écoles d'art. Et donc moi, je passe beaucoup de temps à aller visiter chacun des étudiants. Et donc, en l'occurrence, c'est le travail d'Emma Seferian. Emma Seferian, c'est une jeune femme qui a été diplômée en 2020 maintenant, à l'école d'art de Rennes. Et tout de suite, j'ai trouvé que c'était un travail assez fort. C'était un travail qui était très méritant et je l'ai soutenu tout de suite. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur une exposition, sur des affiches dans la ville. Je lui ai écrit un texte. Et ce qui se passe, c'est qu'à Passerelle aussi, je n'ai pas évoqué ça, mais aussi les centres d'art, c'est des lieux aussi de résidence. C'est très important aussi. Et donc, on a une résidence à Passerelle, qui est une résidence de territoire, une résidence vraiment où on accueille des artistes qui sont diplômés des écoles d'art de Bretagne et qui ont du coup accès à un lieu pendant 3 mois, qui ont un salaire, qui ont un appartement. Et à la fin, ils ont même une exposition. Donc, c'est vraiment un très beau package. Et donc, Emma a postulé à cette résidence à Passerelle. Il se trouve que moi, lorsque son dossier est arrivé, je me suis mis un peu en retrait parce que je la connaissais très bien. Et finalement, elle a été prise parmi les 2 artistes qui sont lauréats. Donc, je suis très content de voir finalement qu'une artiste que j'ai pu rencontrer à l'école, maintenant, elle se retrouve à exposer dans le centre d'art. Ça, c'est très important de voir la professionnalisation des artistes par la suite. Même si ça peut être un gros mot aussi, la professionnalisation, mais c'est aussi extrêmement important de voir qu'après, on devient artiste, vraiment.
La suite, après, c'est juste très rapidement pour dire, voilà, donc c'est l'atelier des publics de Passerelle, c'est un lieu de médiation et de pédagogie. Il faut que j'accélère encore un petit peu, donc je vais aller très vite. J'en ai parlé déjà en introduction sur ce que c'est un centre d'art, donc du coup, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est juste une image que je trouvais assez belle. C'est une photo que j'ai prise comme ça un jour avec des gamins qui jouaient avec des formes qu'ils avaient créées avec un artiste. Et c'est souvent des endroits et des moments qui sont très chaleureux, très importants dans la construction aussi de la compréhension de la culture par les enfants. Et donc ici, c'était un exemple de ce que l'on peut faire au centre d'art, parmi 1000 ou 10 000 qu'on peut faire chaque année. Alors ensuite, je vais juste vous montrer ça parce qu'en fait, c'est une production qu'on a pu faire pendant le Covid. C'était en 2020. C'est une exposition de Caroline Mesquita. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette artiste, qui est une artiste qui a été nommée au prix Ricard, qui est un prix assez célèbre. Voilà. Un prix, donc elle l'a eu. J'avais travaillé avec elle au Centre Pompidou, du coup. Et c'est une artiste qui vient de Brest, mais qui est inconnue en Bretagne. Et donc, assez naturellement, j'ai aussi envie de ramener cet artiste dans le giron de son territoire initial. Et donc, elle a réalisé une grande exposition qui est sur tout le centre d'art. Donc là, on voit juste une œuvre monumentale qui est dans le patio du centre d'art. Un patio qui est beaucoup utilisé aussi pour des concerts, du théâtre, parce qu'on est aussi pluridisciplinaire. Et donc ici, cette maison, c'est 1 mois de production de liquide du centre d'art, donc c'est énorme en termes de boulot, parce que c'est vraiment une maison, littéralement, une maison qui est en carton et en bois. On les a peint, on a peint chaque petite tuile une à une, et c'est des tuiles en carton, enfin, c'est un boulot de dingue. Et c'est une exposition qui a été vue 2 semaines et demie à cause du Covid. Voilà. Sur initialement 3 mois prévus, on l'a prolongé sur 5-6 mois, mais voilà, c'est surtout une œuvre qui a une existence par la photographie, malheureusement, alors que c'est une œuvre à vivre. Et enfin, je vous montre juste une dernière photographie de l'exposition en cours à Passerelle d'un artiste américano-cubain qui est né en 89, qui s'appelle Raphaël Domenech. Raphaël, je dis juste 2 mots sur l'expo, très très rapide, et je laisse la parole. Je l'ai invité parce que c'est un artiste qui a un travail qui questionne la fonction de l'œuvre d'art, et notamment l'utilité et le toucher de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que toutes les œuvres qu'on peut voir dans l'exposition sont manipulables. On peut décrocher des œuvres en tant que le public, on peut utiliser les sculptures, on peut les déplacer, on peut prendre une table et la mettre plus loin. Et ça crée vraiment une relation extrêmement différente au rapport sacré de l'œuvre d'art. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, mais en tout cas, c'était un projet qui me tenait à cœur, un projet très social aussi, où il a intégré pas mal d'habitants dans le processus de création. Et c'était une très belle fête, en fait, de pouvoir aussi voir dans le centre d'art tous les habitants qui se réappropriaient les œuvres qu'ils avaient eux-mêmes aussi construites en partie. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'exposition, chacun peut venir et prendre un bout de expo et partir avec. Donc, c'est hyper beau aussi. À la fin, il ne restera rien. Voilà. Je vais laisser la parole à mes petits camarades maintenant. J'espère qu'ils vont parler. Pour le public du coup, qui est avec nous en visio, s'il vous plaît, coupez vos micros. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de me tenir aux 10 minutes, mais en effet, c'est un exercice difficile. Alors, je m'appelle Johanna Peher-Neves. Je vais peut-être faire une genèse un petit peu plus théorique, on va dire, de mon travail, où j'en suis maintenant dans mon travail, parce que j'ai une décennie de plus sur ces deux-là, donc ce serait un peu trop long. Et puis, par ailleurs, parce que j'ai commencé en galerie commerciale, donc on en parlera par la suite à propos, enfin, avec les questions de Bérénice. Donc, c'est peut-être plus utile, en fait, de commencer par autre chose, parce que j'ai plusieurs casquettes, comme Bérénice a pu le préciser. Et donc, ah oui, la première image est là. Donc, moi, comme Bérénice l'a dit, je suis née à Lisbonne, je suis portugaise et j'ai grandi au Portugal. Et au Portugal, on n'avait pas accès à beaucoup d'œuvres dans les années 80, on va dire. Je suis née en 67 quand même. Dans les années 80, 90, il y avait quelques musées, il n'y avait pas beaucoup de galeries commerciales, donc il n'y avait pas un accès énorme aux œuvres d'art. Après, je suis partie faire mes études de philosophie à Paris, j'ai eu beaucoup plus accès à des œuvres. Mais en tout cas, le
l'art conceptuel me touche beaucoup parce que ici, c'est un travail, pour ceux qui ne connaissent pas, les étudiants certainement, ou quelques-uns, c'est une œuvre de Sol Lewitt, donc un artiste américain, père de l'art conceptuel ou de l'art minimal, parfois comme on peut l'appeler. Et en fait, le travail de Sol Lewitt tout particulièrement, mais il y a d'autres artistes évidemment dans cette mouvance, c'était des textes en fait, et qui pouvaient être envoyés par lettre, qui pouvaient être envoyés par télégramme, ensuite par fax, et quelqu'un d'autre les réalisait. Et Sol Lewitt, pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas pendant toute sa vie, mais pendant très longtemps a dit qu'en fait, ce n'était pas très important que ce soit lui qui fasse son œuvre, et en fait, il appelait les gens qui réalisaient l'œuvre ses collaborateurs. Et ici, c'est un moment très particulier dans son travail. C'est un moment de résidence artistique. Donc, Sol Lewitt, contrairement à mon enfance et mon adolescence au Portugal, était lui à New York, donc accès à tout. Mais aussi de ça pour dire que parfois, dans les pays un peu périphériques, on dit oui, on n'a pas accès à l'art, donc ceci ou ça. Mais en fait, Sol Lewitt s'est vraiment découvert une deuxième vie dans son travail artistique en allant en Italie. Et ici, c'est à Spoleto, c'est la Torre Bonomo, où il a fait une résidence artistique. Et là, ça existe encore, c'est une photo que j'ai prise moi-même il y a 2 ans. Et là, en fait, ce qu'il a fait, on ne sait pas. Donc, il a fait des liens entre des éléments de l'architecture. L'architecture est très importante dans le travail de Sol Lewitt, c'est un vrai travail dans l'espace. Et ce qui est d'autant plus intéressant, en fait, qu'il est considéré que ce n'était pas si important que ça, qu'il soit même présent pour la réalisation de l'œuvre. Et en fait, à travers des lignes, il a relié des éléments de l'architecture. On ne sait pas si le texte est venu après, très vraisemblablement oui. Et donc, le texte dit ce que fait la ligne. Donc, line going from the edge of the plug, donc c'est une vraie description. Donc, c'est la même chose, c'est une répétition de la chose, sauf que c'est une ligne décrite et une ligne dessinée. Et en fait, dans mon parcours, je suis souvent amenée au dessin, ou alors je pars du dessin pour arriver à autre chose. Je suis directrice artistique de Drawing Now Art Fair, donc ça tombe très bien. Et pour moi, en fait, je considère que certains artistes qui emploient beaucoup le dessin ou qui ont une expression graphique, pour moi, le dessin n'est pas que sur du papier d'ailleurs, sont souvent des collectionneurs de traces. Ou alors viennent regarder des traces. Bridget Riley dit quelque chose de très intéressant. Elle dit qu'avant, elle regardait la chose qu'elle dessinait et maintenant, elle regarde la chose dessinée. Ou elle dessinait la chose qu'elle regardait et maintenant, elle regarde la chose dessinée. Et il y a comme ça ce va-et-vient dans le dessin et par la ligne qui, moi, a commencé à me fasciner. Et donc, dans le dessin, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de considérer que cette ligne, elle est chargée d'informations. Et souvent, de rencontrer non seulement chez les artistes, mais moi, en tant que théoricienne, parce que j'écris aussi, et j'ai fait une recherche qui s'appelait la ligne indexique, Étienne Jules Marais, Sol Lewitt, Douglas Hubler. Sol Lewitt et Douglas Hubler sont 2 artistes conceptuels. Et Étienne Jules Marais, c'était un inventeur du 19e siècle qui a inventé et surtout systématisé l'utilisation de machines d'enregistrement du mouvement. Donc, tout ce qui produit des graphiques, en fait, qui traduisent par des lignes des choses, des phénomènes naturels, et considérait que finalement, la nature murmurait et que le dessin, donc ces dessins-là, c'était un scientifique, ce n'était pas un artiste, faisait parler la nature et que la nature murmurait sous forme de lignes. Donc voilà, ça c'est vraiment mes intérêts et la recherche donc, que j'ai fait. Donc j'ai établi ce va-et-vient entre ces 2 périodes, le 19e et les années 70. Image suivante, s'il vous plaît. Et donc en fait, en travaillant là-dessus, en faisant cette thèse, je me suis... il y a un collègue, et en fait, on est ici pour parler des artistes, mais je pense qu'une chose qui est très importante pour moi en tant que curatrice indépendante, surtout, c'est que non seulement nous travaillons ensemble avec des artistes, mais il y a des relations qui sont, et je pense que vous, surtout les étudiants, vous n'allez peut-être pas tous être artistes, vous allez peut-être être autre chose. Et il y a aussi quelque chose d'important pour moi, c'est le travail avec d'autres commissaires, d'autres curateurs, des écrivains, donc des gens qui sont vraiment aussi dans ce travail avec les artistes et d'être dans un échange avec eux. Et je travaille souvent avec des co-commissaires. Et ça a été le cas
pour cette exposition, qui est une des expositions de cette série, où j'ai travaillé avec Johanna Carrier, à qui j'ai présenté le travail d'une artiste qui s'appelle Irma Blanc, parce qu'un collègue, un curateur m'a dit, si tu travailles sur la ligne, il faut absolument que tu regardes le travail d'Irma Blanc. Alors moi, je pensais évidemment que c'était une artiste très jeune, basée à Milan, et en fait, c'est quelqu'un qui, à l'époque, avait 81 ans. Et ça, c'est un phénomène aussi qui est important de préciser pour vous. En tout cas en Europe, aux États-Unis, c'est quand même un phénomène assez global. Les femmes arrivent à une notoriété très tard comparée aux hommes, et leur valeur dans le marché aussi se reflète là-dessus. Louise Bourgeois, elle n'atteindra jamais les prix de Daniel Buren, par exemple, même si elle est déjà décédée, parce que souvent, évidemment, quand les artistes sont morts, évidemment, le prix augmente. Mais voilà, ça, c'est un aparté. Et donc, Irma Blanc, quand j'ai vu son travail, j'étais complètement éberluée, et j'en ai parlé avec Ma Dallon, Johanna Carrier, et Dallon, pardon. Et je me suis dit que, merci, et je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument qu'on travaille sur ce corpus de travail. Et donc, on a fait un travail d'archives. Donc, la relation avec Irma Blanc, ça a été vraiment une relation avec sa galerie aussi, d'ailleurs, très bonne galerie à Bologne qui s'appelle P420, de travailler avec elle, avec son travail, d'organiser son corpus de travail et aussi de l'écouter. Notre corps de curatrice, le corps du curateur m'intéresse beaucoup, oui, des curatrices et des curateurs non binaires. En fait, notre corps était à l'écoute. On a beaucoup discuté avec elle. Et en fait, pour Irma Blanc, une chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les multicultures et les déplacements et les migrations. Moi-même étant aussi entre plusieurs cultures, forcément, je vais souvent, inconsciemment, je pense, à la recherche de ces situations-là. Et Irma Blanc, on peut passer… non, peut-être pas. Et Irma Blanc, je suis stressée avec le temps. Et Irma Blanc, en fait, c'est une artiste donc allemande qui a rencontré quelqu'un dont elle est tombée amoureuse, qui était italien. Et donc, elle est partie vivre en Sicile. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, qui avait fait une école d'art, donc qui était peintre. Et arrivant en Sicile, elle a eu un énorme choc culturel. Donc, elle est née en 1934. Dans les années 50, elle habite en Sicile. Donc, vous imaginez, c'était une île extrêmement rurale et on ne parlait pas d'autre langue que la langue locale. Donc, elle a dû apprendre la langue locale. Et ça a été un choc culturel tel qu'en discutant avec elle, elle nous a dit qu'elle a compris à ce moment-là, peut-être une logique très allemande, très inflexible de la langue, j'en sais rien, mais elle a compris qu'il n'y avait pas de mot juste. Le mot juste n'existait pas. Et en fait, le langage multiplie les réalités. Moi, évidemment, fascinée par le langage et la ligne, très intéressée par le travail d'Irma Blanc, ça nous a percutés et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler avec elle. Ici, alors l'exposition, du coup, ça a été des années de travail, ça a été 6-7 ans de travail avec elle, non seulement pour organiser l'exposition, mais surtout pour parler avec des gens comme mes deux collègues qui, eux, sont des directeurs de centres d'art, des gens essentiels pour des curateurs indépendants parce qu'ils sont à l'écoute des projets qu'on leur amène. Et donc, on a proposé, donc un curateur indépendant doit représenter l'artiste, c'est cette relation qu'il entretient avec l'artiste, et doit proposer des expositions à des centres d'art. Irma Blanc était inconnue au bataillon, P420 commençait à faire un travail très important de visibilité de son travail dans les foires d'art contemporain, mais quand même, elle n'était pas extrêmement connue et artiste assez âgée finalement, un peu hors circuit. Et donc, du coup, on a finalement contacté 7 institutions qui ont voulu montrer le travail d'Irma Blanc, qui étaient d'accord, qui ont été passionnés par le travail d'Irma Blanc. Et donc, c'est une exposition qui a circulé dans 7 pays différents, 7 institutions différentes, avec à chaque fois, parce que Johanna, donc Dupont et Dupont un peu, nous deux, on ne se rend pas la tâche facile et à chaque fois, on a décidé, mais aussi pour compenser l'artiste, parce qu'on s'est dit, voilà, Irma Blanc, elle n'a pas une grande visibilité, elle n'a pas une grande reconnaissance globale de son travail, on va s'amuser avec et on va à chaque fois entrer différemment dans le travail. Et ici, donc l'exposition a circulé à Lisbonne, à Culture Geste, au MAMCO à Genève, au CAPC à Bordeaux, à Villa dei Cedri à Bellinzone en Suisse, au CCA de Tel Aviv, on n'a pas été parce que c'était le Covid, à ICA à Milan, et c'était la dernière partie. Et là, c'était l'avant-dernière à Bombas Rens à Valencia, en Espagne. Et ici, l'espace était tellement grand. Ce qui nous a intéressé, c'était d'aborder ce travail à travers la question de la monumentalité de ce travail. Parce qu'une chose est certaine, c'est que par rapport à Sol Lewitt, ce qui est intéressant,
c'est que, en fait, Solé-Witt livrait le travail dans l'espace sans parfois y aller. Et en fait, on s'est rendu compte en voyant le travail dans l'espace, qui est un travail calligraphique, d'une invention d'une écriture averbale. Et ce qui est incroyable chez Irma Blanc, c'est qu'elle a une tonne de calligraphie différentes, à chaque fois sans mots. Il n'y a pas de mots. Donc, en fait, c'est une vraie rencontre entre le texte et le dessin. Et des œuvres très petites sont extrêmement monumentales. Et donc, on a fini... Enfin, on ne voit pas ici dans l'image, mais il y a toute une période d'œuvres qui s'appelle trascrizioni, et donc transcription. Et tous les textes qu'elle lisait dans la journée, elle mettait un papier calque dessus et elle réécrivait ce qu'elle était en train de lire en libérant le mot. Elle considère que les mots sont des fossiles, en fait, et que donc il faut libérer le mot et la vraie communication est averbale. Donc un grand choc pour moi qui vient de la philo et de la littérature, donc horreur. On peut passer les images. Donc ça, c'est Bombas-Rennes. Ça, c'est une œuvre qui est faite au bic, donc ligne d'écriture, mais qui devient une atmosphérique, un horizon. On peut passer. Et là, c'est donc ma Dallon, Johanna Carrier et Irma Blanc, qui était quand même extrêmement importante pour nous. Ça, c'est une œuvre d'elle, justement. Et là, c'était Lika. Et dans ce rapport avec Irma Blanc, ce qui a été extrêmement important pour nous, c'est qu'on a réactivé des performances, notamment une qui ressemble à Horizonte que vous venez de voir, qui s'appelait Concerto Scritturale, donc concert scriptural, et qui était un travail avec des étudiants qui devaient choisir leur symbole, ensuite le reproduire assis sur une petite table en bois avec un micro en dessous, et donc ça fait un concert pendant quelques minutes. Et 2 étudiantes étaient là, plus âgées que moi, et elles ont toutes fini en pleurs, et ça a été magnifique. Et je pense que le travail curatorial avec des artistes, c'est aussi beaucoup d'émotions et une grande liberté en fait de transmission à travers parfois des expériences qui se font à des temps extrêmement différents. Voilà, on peut passer. Alors, une autre activité que j'ai pu avoir, ça a été récemment, enfin pendant le Covid, ça a été de co-fonder une résidence artistique. Donc ça, c'est un autre type de travail avec les artistes. Et aussi, le type de travail avec les artistes qu'on peut entretenir comme curateur, c'est aussi apporter un contexte. Et donc, mon mari qui est artiste et moi-même qui vivons à Londres, le contexte de Londres est extrêmement riche pour des artistes. Et donc, pour nous, c'était important de partager cette expérience parce qu'on sait que Londres, c'est une ville extrêmement dure. Je pense que c'est une des villes les plus dures de l'Europe. Et on se disait qu'en fait, pour nous, ce serait bien, on aimerait inviter des artistes et leur donner une plateforme où créer. Donc, on a eu le luxe, à Londres, le luxe, c'est l'espace. On avait un espace et on a pu inviter des artistes à venir créer autour du dessin, mais de façon extrêmement expansée, pas un dessin très typique. Là, c'est Maya Escher. Et c'était intéressant de l'inviter parce qu'elle est allemande, elle est fille de parents allemands qui, eux, ont immigré au Portugal et qui ont commencé la permaculture avant tout le monde dans les années 80. Et elle a grandi dans la région que mes parents ont fui. Elle a grandi sans eau, dans des conditions que mes parents décrivaient comme étant les conditions les plus horribles du monde, eux vivant à Lisbonne, ayant un job très contemporain et urbain. Et elle, finalement, elle a grandi là-dedans et elle a absorbé plus ma culture que moi-même, en fait, parce que moi, je venais beaucoup dans cette région. Et c'est quelqu'un qui lutte, qui est activiste, qui lutte pour la libération de l'eau, en fait, l'accès libre à l'eau et non financier, non monétarisé à l'eau. Et arrivant à Londres, elle était extrêmement triste parce que justement, il y avait un gros problème avec un barrage à côté de chez elle qui était en train d'être surexploité par 3 entreprises et qui séchait la région. Enfin, cette surexploitation séchait la région. Est-ce qu'on peut passer l'image ? Et là, elle travaille avec la terre, évidemment, elle recueille la terre là où elle va, elle trouve des objets, elle trouve des tissus. Et là, c'est marqué « volume mort », ça veut dire volume mort. Enfin, c'est assez évident. Et en fait, c'était comme ça l'article qu'elle lisait à ce moment-là décrivait cette eau, en fait. Et donc, arrivée là-bas, elle était très inspirée par Extinction Rebellion, qui est un énorme groupe qui s'est organisé autour des manifestations et d'actions pour éveiller les esprits par rapport au changement climatique. Et donc, elle a créé des tas d'objets, dont cette terre, en fait, elle a créé des tampons en circulaire qu'elle n'a jamais fait, parce qu'elle fait cuire normalement la plupart de ses œuvres. Là, je vous en montre une. Et comme elle était triste de ne pas être là, de ne pas pouvoir être dans ce côté militant de son activité, elle a créé des objets de protest, de protestation, on peut dire, de protestation. Et en fait, ces tampons, en fait, elle les fait circuler sur les tissus, elle les mouille. Ils ne sont jamais vraiment cuits et arrêtés. Elle les mouille et elle utilise donc ces mots qu'elle a choisis pour se manifester contre cette situation particulière. Et pour nous, c'était très important de l'accueillir.
Prochaine image. Là, c'est une œuvre d'une artiste locale, mais qui vivait à Glasgow et qui se sentait très enfermée à Glasgow parce qu'elle n'est pas franchement de là-bas, elle est plutôt du centre de l'Angleterre, qui s'appelle Rachel Duckhouse, qui est une artiste qui a la quarantaine et qui est extrêmement intéressante. Si quelqu'un veut l'inviter à venir ici, je pense que c'est un vrai plaisir pour une résidence. C'est quelqu'un qui travaille essentiellement à travers des résidences. Et donc, nous, on avait écouté une présentation de son travail. Et en fait, c'est quelqu'un qui travaille sur le lieu et sur les dynamiques du lieu à travers la ligne. Et ça, ce sont des dessins qu'elle a fait en arrivant à Londres, après avoir fait des tas de résidences, plutôt à la campagne, plutôt dans des grandes, soit la mer, soit des extensions de terre assez énormes. Et donc là, arrivant à Londres, elle pensait en termes de ventilation et elle utilise la ligne vraiment. Et pour moi, la ligne et le dessin, c'est vraiment relationnel. Et elle utilise la ligne de façon extrêmement dynamique, c'est-à-dire qu'elle dessine les relations entre les choses et pas dans un rapport représentatif photographique du réel. Et ensuite, elle superpose parfois des lieux. Et comme la relation avec l'artiste ici était très particulière parce qu'elle ne pouvait pas venir pendant très longtemps. Et en fait, on lui a demandé de commencer la résidence là où elle était, confinée, pensant au lieu à Elephant and Castle et l'explorant comme elle le voulait, donc par l'imagination, par Google Maps, etc. On peut passer? J'accélère. Alors, donc, je suis aussi directrice artistique de Drawing Now Art Fair. Et donc ici, on passe très rapidement ce qu'on va en parler. Donc ici, je voulais vous montrer cette image, c'est Juliette Green. C'est quelqu'un qui travaille le dessin entre le diagramme et la bande dessinée et l'art conceptuel. Et en fait, en arrivant à Drawing Now, pour moi, c'est Richard Longo qui dit ça, tout dessin est performatif, tout dessin est une performance, donc une trace, donc une empreinte d'un point A, d'une dynamique gestuelle entre un point A et un point B. Et là, en arrivant donc en 2019, parce qu'en 2018, j'étais en co-direction, j'ai introduit la notion de la performance. Donc, on a fait tout un ensemble de performances pendant toute la semaine qui laissaient des résidus. Ça, c'en était pas une, parce que du coup, depuis, par conséquent, on fait des performances tous les ans. Et Juliette Green, elle était là pour Hyperdrawing à la fin de l'année dernière. On peut passer. Ça, c'est Stéphanie Mancy à Amiens, parce qu'on a un partenariat avec le FRAC Picardie. Donc, c'était toujours sur ce thème Hyperdrawing. Et donc, elle a montré son travail. Et ça, c'était très bien aussi, parce que dans cette dynamique de partenariat, j'ai découvert une artiste locale que je n'aurais pas connue autrement. On peut passer. Et ça, c'est Emmanuel Béranger qui était aussi invité à faire une exposition aussi au Centre culturel de la Maison d'Amiens, qui était aussi le lieu de Stéphanie Mancy, mais dans 2 salles différentes. Et là, c'est quelqu'un qui était un sportif. Hein. On peut passer. C'est un sportif, en fait, et donc il était sportif de compétition, et il adapte le dessin à ses gestes de sportif. Donc, il crée une 3e chose, en fait, entre le sport et le dessin. On peut passer. Et là, je voulais finir sur ce projet très rapidement. Au FRAC Picardie l'année dernière, donc sous ce thème d'hyperdrawing, c'était un travail entre 2 artistes, un dialogue entre Boriana Petkova, qui est une artiste bulgare, et Catherine Ströbel, qui est une artiste allemande basée à Marseille. Boriana habite à Paris. Et en fait, on a fait une exposition où on a les 3 été dans un rapport très horizontal, dans le choix d'œuvres, vraiment dans un échange plutôt que moi choisissant les œuvres et elle exposant, amenant leur travail. Et en parlant avec Boriane, je lui ai demandé ce que c'était que ces lignes tatouées sur son Instagram. Et elle m'a expliqué que c'était une œuvre qui s'appelait Sis, donc comme Sister. Et moi, étant féministe, ça m'a intéressée forcément, parce que cette exposition était aussi beaucoup basée sur le corps du dessinateur, mais pas du dessinateur, de la dessinatrice, et cette particularité de ce corps-là. Et du coup, je me suis permise de faire un truc qui est peut-être pas très bien, qui est d'introduire le corps de la commissaire aussi dans l'exposition, parce que cette pièce s'appelle Sis, parce qu'on crée une sisterhood, donc une sororité, à travers le tatouage. Moi, je m'intéresse beaucoup au tatouage, donc ça m'intéressait aussi d'apporter le tatouage au sein du FRAC Picardie, donc une forme de dessin qui n'est pas très canonique, qui n'est pas collectionnable non plus. C'est moi qui porte finalement le dessin, c'est Boriana qui porte son dessin. Très simplement, en fait, elle a compris que sa ligne de vie était cassée, et elle a décidé, comme Corto Maltese d'ailleurs, de se tatouer sa ligne de vie. Et Ishkra Blagoeva, qui est une artiste bulgare aussi, qui était là présente quand elle a fait ça à Sofia, a dit « Moi, je veux continuer ta ligne ». Et c'est comme ça que ce projet est né. C'est un projet communautaire. Donc, j'en fais partie, Ishkra en fait partie,
Bouriane en fait partie. Et c'est intéressant parce que le rapport là avec les artistes, c'est un rapport aussi de positionnement par rapport au féminisme. Bouriane, elle ne se considère pas féministe, elle trouve que c'est des labels qui l'enferment et elle ne veut pas ça. Donc en fait, on a une discussion constante. Et puis j'ai fait, on peut voir l'image suivante peut-être. Et en fait, une autre chose qui était très particulière pour moi, c'est que Bouriane a cherché une tatoueuse et ma fille est tatoueuse. Et je lui ai dit, écoute, on peut faire ça avec ma fille. Et du coup, pour moi, en tant que curatrice, c'était un rapport extrêmement où je me suis mise un peu en danger, j'ai peut-être dépassé les limites du déontologique. Et en fait, j'ai amené ma fille dans l'espace d'exposition. Et ça, c'est une deuxième série donc c'est elle qui est au milieu, finalement, la tatoueuse. Et en fait, ça, c'est une deuxième série qui a eu lieu à Paris. Et donc, du coup, on a fait ce projet qui est ongoing. Et d'ailleurs, on vient de recevoir un message sur Instagram d'une femme qui a perdu son amie et qui, ayant vu une femme qui a perdu son amie et qui, ayant vu ce projet, veut se faire tatouer, veut qu'on lui donne une ligne, parce qu'on considère qu'on donne la ligne à quelqu'un, veut se faire tatouer pour marquer en fait cette tristesse et cet événement dans sa vie. Donc, on ne la connaît pas, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à l'art contemporain. Donc, on crée aussi un auditoire très différent et des spectateurs, on va dire, très différents. Dernière image. Voilà, ça c'était l'exposition, juste pour que vous voyez que l'exposition n'était pas que le tatouage. Je voulais juste faire un focus là-dessus parce qu'on parle de la relation entre commissaire et artiste et c'était une relation très particulière. Et donc, en fait, c'était vraiment le dialogue entre ces deux artistes qui, bizarrement, avaient des œuvres assez similaires, des mains. On a parlé de la main du dessinateur dans l'exposition, du corps performatif du dessinateur. Je crois que c'est tout comme image, il me semble. C'est la dernière. Ah oui, et il y avait une pièce de Catherine Strobel, les pancartes, là, décidément, j'aime beaucoup les questions de protestation. Ce sont toutes les femmes qui, ça s'appelle « I do not come alone ». Évidemment, en anglais, ça veut dire « je ne jouis pas toute seule » ou « je n'arrive pas toute seule ». Et en fait, ce sont toutes les femmes qui l'ont influencée, de Lucie de Snoopy, donc un caractère dessiné, de bande dessinée, à des artistes, sa grand-mère, des amis, des copines, etc. Donc voilà, une autre façon de dessiner et de transporter le dessin comme ça et d'avoir un travail aussi qui est ongoing. J'espère un jour me retrouver dans cette liste. En tout cas, voilà, ça a été un vrai plaisir de travailler avec ces deux artistes qui du coup sont devenus amis. Parce que ça, c'est aussi un phénomène assez particulier, c'est qu'on devient assez proche des artistes finalement et les artistes de nous. Quand ça se passe bien et tout le monde est gentil, comme disait Loïc. Voilà. Bravo. Bon, je vais être très rapide parce que je crois qu'on doit partir à 18h. Il faut prendre les bus. Là, je serai beaucoup moins. C'est une excuse que je prends, mais je vais être plus rapide, c'est sûr. Donc, merci d'ailleurs à mes collègues et merci à toutes et tous d'être là pour votre présence, pour nous écouter. Donc là, je commence par cette image, mais encore une fois, rapidement, c'est une image du FRAC Occitanie-Montpellier parce que en fait, je voulais faire des parallèles avec les étudiants et étudiantes ici parce que comme vous, je l'ai été il y a longtemps maintenant, il y a plus d'une décennie aussi. Et lorsqu'on était étudiants, nous, à Montpellier, la structure où on allait le plus, on était tout le temps fourré, c'était le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Et vu que vous avez la chance d'avoir le seul FRAC d'outre-mer, le FRAC Réunion. Donc voilà, et donc moi j'ai fait l'université, mais histoire de l'art, mais j'étais tout le temps en histoire de l'art. L'université, on est toujours fourré avec les étudiants des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Et donc voilà, c'est ça qui a commencé un peu à former mon regard, ce lieu-là qui est à Montpellier, qui est donc un FRAC qui fêtera, l'année prochaine, c'est 40 ans. Voilà, et d'ailleurs, il y a deux artistes, Lana Duval et Maxime Sanchez, là, le gros cube, et Lana Duval à gauche, au fond à gauche, les peintures lenticulaires, comme elle les appelle. C'est des artistes que j'ai exposés dans le centre d'art que je dirige en ce moment. Image suivante. Le Carré d'Art, donc le musée d'art contemporain de Nîmes qui fête ses 30 ans l'année prochaine. Pourquoi je le montre? Parce que pour nous, je suis de Nîmes, et pour les étudiants des Beaux-Arts de Nîmes et pour moi aussi, parce que c'est est partenaire, c'est hyper important. Le Carré d'Art, qui est un des plus grands musées d'art contemporain, en tout cas en France, mais même en Europe, par rapport à sa collection et ses expositions temporaires, fait souvent des projets avec les étudiants des Beaux-Arts et de Nîmes, l'École supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, parce que moi, je suis en Occitanie. Donc, en Occitanie, il y a 4 écoles de beaux-arts. Il y a Nîmes, Montpellier, Tarbes et Toulouse. Et donc,
on a la chance à Nîmes d'avoir ce musée pour former les étudiants et former notre regard. Et même le mien a été formé grâce à ce grand musée. Et c'est important donc d'aller dans les musées un maximum et d'aller voir le FRAC notamment pour vous et d'autres lieux, la Cité des Arts et d'autres endroits. Image suivante. La Villa Arson, donc, vous connaissez sûrement l'école de la Villa Arson. C'est une école qui a beaucoup de chance parce que c'est une école supérieure des beaux-arts qui a un centre national d'art contemporain dans ces lieux. Et pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, quand j'étais étudiant comme vous, j'ai fait des tests, parce que moi, je suis commissaire d'exposition, mais avant ça, j'étais un peu perdu. Et je suis allé faire un stage en régie dans ce... et en fait, je suis tombé totalement amoureux de la structure de l'institution Centre d'Art, des gens des Beaux-Arts, des profs, certains profs aussi qui étaient artistes, etc. Et j'ai dit, bon, là, il faut absolument que je trouve un moyen. Et en fait, en faisant ce stage de régie qui était absolument abominable, je travaillais 6 jours sur 7, on n'en pouvait plus. C'était la plus grande expo, je crois, de l'histoire à l'époque du Centre d'Art. Il y avait 66 artistes, etc. Moi, je piffais rien en termes. Mais moi, je suis un peu plus fort au niveau technique. Bon, bref. Mais en voyant les commissaires, Éric Mangion, Sébastien Pluot et Dean Nixter, qui étaient les commissaires de... Éric Mangion, c'était le directeur, je crois qu'il est encore d'ailleurs, oui, il est toujours, pardon, directeur du Centre d'Art de la Villa Arson. En les voyant, je me suis dit, et interagir avec les artistes, notamment les jeunes artistes, j'ai dit, ah ouais, c'est vraiment vers là que je veux aller. Donc, n'hésitez pas à faire des tests. Moi, en fait, en faisant un truc qui n'avait pas vraiment à voir avec mes études d'histoire de l'art, mais un petit peu aussi quand même, en allant faire de la régie technique, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était du commissariat d'exposition et que je voulais rester dans le milieu des centres d'art. Voilà, image suivante. Voilà, donc là, ça, c'est Béton Salon. C'est un centre d'art à Paris, dans le 13e, qui est dans une université à Paris 7. Et c'est un lieu qui m'a beaucoup formé quand j'étais... Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, je vous parle de dos. Oui, c'est un centre d'art où j'ai été assistant curateur en stage de fin d'études. Et ça, n'hésitez pas quand vous êtes en fin d'études d'aller profiter d'être encore un peu étudiant pour faire des stages, parce qu'on est obligé d'être étudiant pour faire des stages. Et donc, ça m'a beaucoup apporté aussi pour contrer la scène artistique et notamment émergente, parce que la plupart des centres d'art en France travaillent surtout, beaucoup avec la scène émergente, pas que, mais quand même. Là, c'est Tiffaine Calmette. Vous pouvez aller voir sur Internet Tiffaine Calmette, je pense que ça va vous plaire. Image suivante. Voilà, non, mais ça, c'était juste après mon bac plus 5 comme vous. Vous allez être diplômé d'ENSEP et moi, j'étais diplômé bac plus 5. Et tout de suite après, on est parti avec des étudiants des Beaux-Arts de Montpellier et 2 collègues de mon master. On est parti à Londres et on était pauvres. On a travaillé dans des bars, on n'en pouvait plus, on avait faim. On mangeait des pâtes tout le temps, on buvait quelques bières quand même. Et en fait, on a réussi à se démerder, à faire une exposition dans East London. Et donc, Marion Sagon, par exemple, elle a été diplômée en même temps que moi d'ENSEP aux Beaux-Arts et moi j'étais à l'université. On est partis tous ensemble, une petite équipe de Montpellier à Londres. Voilà. Et donc l'image suivante, c'était là, c'était dans ce bâtiment, c'était une galerie qui malheureusement n'existe plus. Ça m'a fait marrer, j'ai mis ça pour cette photo parce que on est arrivé en 2012 quand c'était les JO à Londres et en fait c'est pas très drôle, mais toutes ces galeries-là ont disparu à cause des JO et de la gentrification. Et en fait, on s'est rendu compte que juste après nous, tout ce quartier quasiment est parti. Et donc on a été les derniers cette année-là à faire des expositions dans cette grande galerie, enfin grande non, qui était intéressante. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi. C'est bien de rester sur son territoire et ensuite de voyager, mais aussi des fois partir comme ça à l'aventure pour pouvoir revenir toujours chez soi, c'est pour acquérir des expériences. Et on ne nous a pas donné la permission, c'est nous qui l'avons prise pour faire ça. Voilà, image suivante. Voilà. Donc là, c'est une image du crack parce que j'enchaînais les petits boulots comme vous et j'essayais de faire un maximum quand même de boulots dans l'art, en petits boulots, enfin qui ne sont pas des petits boulots, mais je veux dire des petites vacations. Et notamment, moi, j'ai fait beaucoup de médiation culturelle et dans les centres d'art, pas que dans les musées aussi, pour des FRAC, un FRAC et un musée et centres d'art. Et donc, juste avant quand je suis revenu de Londres, que j'avais que 26 ans, j'ai fait
j'ai fait de la médiation dans ce centre d'art, qui est un magnifique centre d'art à Sète, qui s'appelle le CRAC, Centre Régional d'Art Contemporain. Il fait 2000 mètres carrés dans un ancien frigo à poissons. Si un jour vous passez dans le sud de la France, allez-y. Là, c'est une image de Pauline Cunier-Jardin. Et j'avais postulé ensuite, l'image suivante. J'ai postulé, j'avais pas une grosse expérience, j'avais pas fait grand-chose, donc vous avez pu voir. Et j'ai postulé pour être co-directeur d'un centre d'art en milieu rural. Incroyable, j'ai été pris. Donc j'en ai profité pendant 3 ans et donc c'est ce centre d'art, parce que les centres d'art donc existent sur tous les territoires en France. En France, ils ont été créés, enfin Loïc en a un peu parlé, mais ils ont été créés, on va dire dans les années 80, même si ça a commencé dans les années 70. Pour rentrer dans l'écosystème de l'art, on va en parler après, je vais m'arrêter parce qu'on a trop parlé. Et sinon, voilà. Mais donc, il y a aussi des centres d'art en milieu rural où en fait, on fait la même chose que dans les villes, mais quand même, c'est intéressant pour les artistes de venir en résidence là et de se poser. Là, c'est dans l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, c'est en région PACA. Voilà, image suivante. Bon, ça, on va passer, mais oui, ça, on passe, on n'a pas le temps de tout ça. Bon, après, donc voilà, j'ai monté en partant. Donc, ça, c'est le centre d'art d'avant. J'ai co-dirigé pendant 3 ans et c'était un centre d'art en régie directe avec une municipalité. Et ensuite, vu que la plupart des centres d'art en France sont sous statut associatif et que je suis originaire de Nîmes, j'ai décidé avec d'autres personnes de fonder un centre d'art à Nîmes parce qu'il n'y en avait jamais eu. Donc, on est parti de zéro. Je l'ai cofondé avec le responsable culturel du musée Carré d'Art et une amie en Angleterre, qui habite en Angleterre et qui est graphiste. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que les centres d'art peuvent être créés comme ça, de zéro. Ça peut être en régie directe avec une collectivité, mais aussi avec une association. Être créé comme ça, à La Réunion, il peut en avoir un type centre d'art, qui respecte les règles des centres d'art. Donc là aussi, juste une image de. Là, il y a Benjamin Collet, Pierre Clément, Anthony Pesquine, Mathieu Droulat. Bon, bref, mais c'était un centre d'art. On avait juste pris une ancienne ferronnerie et on en a fait un centre d'art. Voilà. C'est l'image suivante. Donc ça, c'est le nouveau. C'est c'est la municipalité du coup qui nous a mis là. Donc un bâtiment municipal, c'est 600 mètres carrés. On est content, mais j'avance parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Il faut repasser. Il est déjà 5h30. Voilà, là, c'est Massacio Hydro-Willal. Donc, on produit des œuvres, comme vous a dit Loïc. Et donc là, et en fait, les centres d'art sont des lieux d'expérimentation aussi, plus que quand même peut-être les musées ou les FRAC ou des galeries, parce que nous, on peut tenter plus de choses parce qu'on est entièrement à but non lucratif. Et bon, on est un peu plus libre. Et on n'a pas de collection. Après, ça va partir dans le marché ou ailleurs ou dans d'autres lieux, dans des collections publiques ou privées. Et donc là, pour la première fois, Mathieu Drouillal, c'est pour moi, c'est pas des photographes, c'est des iconographes. C'est l'œuvre que vous voyez ici, c'est surtout des œuvres en 2D. Mais là, pour la première fois, ils ont tenté des pièces en ferronnerie et des wall drawing. Bon, voilà, parce qu'on peut tenter plein de choses, nous. Image suivante. Et bon, pour finir, donc tant mieux, on a fini, c'est bon. Léo Fourdrinier, alors c'est une autre image du centre d'art de Nîmes. Et en fait, c'est intéressant parce que ça peut vous intéresser. Léo Fourdrinier, c'est un très jeune artiste. Il est diplômé depuis pas longtemps. Il a fait 1 an aux Beaux-Arts de Nîmes et après, il n'a pas fait des fancy écoles d'art. Il a fait Caen-Cherbourg. Il a fait Caen, quoi. Et en fait, maintenant, il expose partout. Il a 30 ans. Il est jeune, très jeune. Et nous, notamment pour cette exposition, on a voulu l'aider dans son parcours d'artiste qui venait d'être diplômé depuis 2-3 ans, en lui offrant, en lui proposant, c'est lui qui nous a offert plutôt quelque chose, mais en lui proposant une exposition personnelle de son travail, parce qu'en fait, généralement, une expo qui va durer 2-3 mois avec toute une équipe de médiation, etc., qui va travailler autour de votre expo, vous allez sûrement, en tant que jeune artiste, passer d'abord par un centre d'art. Et donc voilà. Et maintenant, là, il est à la Biennale de Lyon, il est dans plein d'endroits et je suis très content pour lui. D'ailleurs, des pièces qu'on a produites pour cette exposition étaient à la Biennale de Lyon. Voilà, et je m'arrête là, je crois que c'est fini après. Voilà, merci. Merci à vous 3. On a complètement explosé le timing, mais c'est pas grave, on va rattraper. Voilà. En 2 mots,
du coup, vraiment, en étant hyper concis. Bertrand, tu viens de nous expliquer comment un peu était né cet engouement, cette envie de travailler dans le monde de l'art et comment tu t'étais nourri encore étudiant. Du coup, je me tourne plutôt vers Johanna et toi, Loïc. Je voulais savoir comment est née pour chacun de vous cette volonté de travailler avec les artistes, d'œuvrer à cet endroit-là particulièrement. Alors, comment c'est né en 2 mots? Waouh, compliqué. Très rapide. Oui, je suis là pour ça. Tout à fait. Pas de souci. Oui, je serai extrêmement bref. J'ai un profil d'historien et d'archéologue. J'ai eu la chance de travailler dans un musée d'art contemporain par hasard. Mon CV est arrivé par hasard chez eux. Et ils m'ont embauché comme médiateur. Et j'ai découvert le monde de l'art contemporain 2000 ans plus tard. Parce que moi, je m'intéressais à la Syrie, au Liban romain, période antique. Il se trouve que l'exposition parlait du Liban et de la Syrie contemporaine et de la guerre civile. Et donc, du coup, j'ai fait un jump de 2000 ans dans l'histoire et j'ai eu envie de travailler avec des artistes vivants. Bravo, merci. Johanna. Alors, très rapidement, j'étais assistante d'un artiste à Lisbonne qui est assez connu, qui est décédé récemment, qui s'appelle Julián Sarmiento. Et puis, par ailleurs, venant d'une fac de philo à Paris, on m'a invité à être critique d'art. Donc, j'ai un rapport très direct avec les artistes et en même temps, je m'intéresse vraiment au rapport critique à travers le texte, à travers l'échange, les entretiens avec les artistes. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Merci. C'est très Miss, non? Concours de Miss. On répond très vite. Oui, non, mais on va prendre un peu plus de temps sur d'autres questions. On se lance. Bertrand, ton centre d'art est situé, c'est pas quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais c'est un centre d'art qui est situé en zone urbaine sensible, donc à Nîmes. Et je voulais savoir si la spécificité de cette localisation générait des adaptations dans ta façon de travailler et surtout comment les artistes s'inscrivaient dans cet environnement. Alors rapidement, oui, c'est un centre d'art dans un QPV, quartier prioritaire de la ville, ça s'appelle plus des UP. Et donc en fait, on a changé un peu notre façon de faire depuis qu'on n'est plus en centre-ville et là-dedans, parce qu'on travaille beaucoup plus avec des associations du quartier, des associations dans le social en fait. Voilà, et donc ça nous a changé, nous, par rapport surtout, on va dire, à la médiation. Je parle vite parce qu'on va vite. Il faut bon, on va quand même prendre... Non, mais j'ai envie aussi qu'on pose des questions. C'est clair qu'on a un échange. Et donc, oui, on fait plus de la médiation que culturelle. Médiation culturelle, qui était le plus grand pôle des centres d'art quand même. On est vraiment dans la médiation sociale et culturelle maintenant. On fait aussi du social et on a essayé de rendre encore plus accessible l'art contemporain en termes de projets, même d'écriture, etc., de paroles. Et les artistes, oui. Par exemple, un exemple concret, après, parce que j'en ai plein d'autres, mais on a une politique de fresques hors les murs d'artistes contemporains dans le quartier et on paye évidemment l'artiste, mais en fait, grâce à une association, on a fait venir des gens qui sont éloignés de l'emploi, notamment des femmes, parce que dans ce quartier, c'est un quartier très communautaire où les femmes sont difficiles à faire venir. Et donc, on les a payées elles aussi pendant une semaine, par exemple. Très concrètement, elles ont gagné 3 000 € ensemble, pas chacune, en une semaine, quelques jours, en plus de l'artiste. Je crois qu'elles ont quasiment gagné pareil que l'artiste. Et donc, c'était une magnifique expérience. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire si ce n'était pas dans un projet comme ça. Voilà, j'ai trop de choses à dire. Mais... Okay, merci bien. Loïc, on va parler d'un tout autre environnement, le Centre Pompidou, où tu as travaillé donc pendant 5 ans. Comment se passe la relation avec les artistes dans une institution telle qu'un centre d'art, un musée national? C'est une très grosse machine qui a souvent, et d'ailleurs beaucoup plus, pour vocation de mettre en avant sa collection. Comment est-ce qu'on travaille avec les artistes et comment les artistes existent au sein de cet environnement? Alors, question compliquée, tu l'as dit. C'est une grosse machine, le Centre Pompidou. C'est un très gros musée, c'est comme le Louvre, c'est comme Orsay. Le rapport en fait aux artistes contemporains est assez difficile au final, à dire vrai, dans le sens où beaucoup d'artistes invités sont des stars. Finalement, la jeune scène, ou en tout cas une scène moins connue, n'est pas ou peu présentée, ou dans des cas assez particuliers. Donc c'est vrai qu'on se retrouve plus facilement à voir Ansel Kiefer qui exige d'avoir un cigare et du whisky dans l'espace d'exposition pour son montage,
que des jeunes artistes qu'on va pouvoir rémunérer correctement. Et en effet, c'est un des vrais soucis, je pense, aujourd'hui de ces grandes machines qui ne sont pas du tout justement dans le même fonctionnement que les centres d'art ou les FRAC, qui considèrent que finalement exposer en tant qu'artiste, c'est déjà bien en fait. Et ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, un artiste doit être rémunéré, un artiste doit être payé pour des droits de monstration, il doit être aidé pour sa production. Et en cela, je pense que justement le devoir de ces grands musées, le devoir de la d'ailleurs où j'ai été, le devoir de ces grandes institutions, c'est d'aider un maximum, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc j'ai une vision parfois un peu sombre de ce qui peut se passer là-bas. Après, c'est des magnifiques endroits, on voit des œuvres incroyables, on a une relation avec le public qui est folle. Et donc heureusement que tout ça fonctionne très bien, mais la création contemporaine est presque, entre guillemets, un petit peu exclue. Merci. Pour partager une anecdote effectivement vécue, c'était le témoignage d'une artiste qui était invitée à participer à une exposition plutôt d'ordre du festival, mais tout de même une exposition au Centre Pompidou. Et elle exposait une œuvre très fragile, chose qu'il lui avait montrée. Et effectivement, ils lui ont demandé à elle d'assurer elle-même le gardiennage de son œuvre. Voilà, donc c'est évidemment un exemple. On n'est pas en train de dire que c'est ce qui se fait constamment à Pompidou, mais c'est vrai qu'en termes il y a une réflexion qui est très poussée aujourd'hui sur la question des conditions de travail, de la rémunération des artistes-auteurs, et qu'il est souvent demandé aux centres d'art d'être absolument exemplaires sur ces questions-là, et souvent les grandes institutions, parce qu'elles ont l'aura, parce que justement, c'est un prestige en soi que de pouvoir exposer au sein de ces institutions-là. Souvent, parfois, elles sont en retard sur ces questions. Voilà, je voulais juste partager cette anecdote, sans pour autant dire que c'est une constante, bien évidemment. C'était une femme, ouais. Mais ça aurait été un homme, ça aurait été pareil. Hein. Oui. Johanna, pour parler d'un autre environnement, l'environnement qui est celui, merci, l'environnement des foires d'art contemporain, qui sont des lieux qu'on a souvent, qui sont destinés évidemment au marché de l'art, à la vente des œuvres. On dit même parfois aux artistes de ne pas venir sur leur stand. Et je crois que la réalité est en fait probablement plus complexe que cette question de l'économie de l'art. Il y a des choses qui peuvent se créer, des relations qui peuvent se créer, il me semble, en foire avec les artistes. Je voulais savoir justement est-ce que ces relations de fait existent avec les artistes et comment, à quel endroit et quel genre de relations? Alors déjà, très rapidement, Drawing Now Art Fair a lieu à la fin du mois de mars, dernière semaine du mois de mars, tous les ans au Carreau du Temple dans le Marais à Paris. Et c'est une foire donc pour les étudiants plutôt, c'est un endroit où il y a chaque galerie, en fait des galeries candidates pour participer. Nous avons un comité que je préside qui sélectionne les galeries qui sont acceptées, qui feront ensuite la foire et qui sont acceptées sur dossier. Donc, c'est l'œuvre des artistes, évidemment, qui est le véhicule de tout ça. Et donc, les artistes sont présentés de la meilleure façon possible. Donc, nous, notre comité sert aussi à faire en sorte que l'œuvre soit présentée de la meilleure façon. Parfois, on reparle avec les galeries, on demande qu'est-ce qu'ils vont montrer. Parfois, les artistes sont aussi amenés à faire des choses in situ. Maintenant, dans les foires ont beaucoup changé. C'est plus du tout une maison un cabinet de curiosité où on accroche des trucs. Il y a vraiment des choses qui sont très parfois interactives, même avec les spectateurs. Alors, nous, on est une foire de médium, donc on n'est pas vraiment dans la course avec les grosses foires comme la FIAC avant, Art Basel maintenant, Frieze, etc. Et on se déroule pendant 5 jours dans la semaine. Et on a une particularité, c'est qu'on est une foire de médium. Donc, forcément, le médium, l'entrée du dessin, provoque une fréquentation différente et un comportement différent de la part des artistes. Pourquoi ? Parce que le dessin n'est pas encore hyper reconnu comme une discipline ou comme un médium ou un genre, comme on voudra l'appeler. Et donc, on a quand même des gens très passionnés, des professionnels d'Allemagne, de Belgique, des États-Unis. On a une galerie de Corée du Sud cette année, des professionnels institutionnels, des curateurs indépendants, des collectionneurs privés aussi, qui viennent
parce qu'ils sont passionnés pour ce médium. Et donc, du coup, il y a un côté presque une sorte de militantisme par rapport à ce médium. Et donc, une chose très particulière chez nous, c'est que les gens reviennent tous les jours. Il y a des gens, enfin, on sait parce qu'on a le truc, le beeper, donc on sait que les gens reviennent tous les jours pour se donner rendez-vous. Donc, c'est vraiment un rendez-vous de professionnels. Et souvent, les artistes restent sur leur stand. Alors, il y a des artistes qui adorent ça. C'est des charmeurs, c'est des gens qui savent parler de leur travail. Il y a des artistes qui détestent ça et il ne faut surtout pas qu'ils restent sur leur stand parce qu'ils sont très déprimés à la fin de la foire. Ça ne sert à rien. Le marché, ça peut beaucoup déprimer artistes, curateurs, etc. parce que c'est quand même des boutiques. Voilà, on est en train de vendre des choses. C'est pour ça que moi, j'organise une exposition dans l'espace en bas. On a des partenariats et on a aussi des conférences où j'invite des professionnels, des artistes, des auteurs, des BDistes, parce qu'on ouvre aussi le dessin sur la BD, sur l'animation, etc. Et c'est vraiment une rencontre de professionnels. Et souvent, on apprend des années plus tard que c'est grâce à telle édition de Drawing Now Art Fair que tel artiste a été invité à une exposition en Suisse, une exposition aux États-Unis, qu'il est rentré dans la collection du British Museum, à Londres, etc. Donc, au cours d'une conversation, on se rend compte en fait qu'on a été vraiment catalyseur, non seulement du marché, mais aussi d'invitations pour des expositions et des rencontres entre curateurs et artistes, collectionneurs aussi. Les collectionneurs jouent un rôle extrêmement important dans le marché. C'est des gens aussi qui parlent, qui discutent entre eux et qui véhiculent aussi des informations sur les artistes. Donc, on est un vrai écosystème et les foires sont souvent des lieux très intenses, des moments très intenses dans l'année où justement cet écosystème est à 1000. Donc, très important. Je me permets juste de revenir parce que tu parlais en effet du fait de rencontrer une œuvre. Et donc moi, par exemple, tout à l'heure, on a pu voir une slide sur Marcus Jamal, un artiste que j'ai pu présenter en solo show. Et par exemple, cet artiste-là, j'ai pu découvrir son travail grâce à la Galerie Canada, qui est une galerie de New York, lors d'une foire à New York qui s'appelle l'Armory Show. Et c'est comme ça que j'ai eu une introduction au travail de cet artiste qui est extrêmement jeune, parce qu'il est né en 91. Et j'aurais pas eu la capacité ou j'aurais pas pu trouver le travail de cet artiste sans cette galerie, sans cette foire, en effet. Pareil pour Irma Blanc, en fait. Les premières fois où j'ai pu voir son travail en live, c'était à Frise aussi. Je vous remercie d'introduire voilà, cette perspective, parce que justement, elle anticipe la question que je comptais poser. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter de l'écosystème du monde de l'art. Donc, un écosystème, évidemment, il est composé de différents organismes qui coexistent et qui, évidemment, interagissent. Et je m'interrogeais sur cette question de l'interaction des différents endroits du monde de l'art. On a parlé on a parlé des foires, on a mentionné un petit peu les galeries, on a parlé des musées, des grandes institutions, des centres d'art. Selon vous, où et comment ces différents organismes, si on peut les appeler comme ça, se croisent? C'est une question pour tous les trois. Pardon ? Ce n'est pas une table ronde, hein, c'est des questions au public. Les questions au public vont venir. Pas de problème. Oui, mais ça va aller. Ça va aller. Et puis, si les étudiants doivent partir, ils partiront. Alors, juste pour comme ça, vous serez rassurés. Si les étudiants doivent partir prendre leur bus, on les laissera évidemment partir et on pourra continuer la discussion par la suite. Alors, moi, du point de vue des centres d'art, comment ils déjà pour comment ils se connectent. Oui, c'était vraiment comment ils se connectent, comment ils se croisent. Comment ils se croisent. Voilà, comment ils se croisent. Du point de vue des centres d'art, c'est pour moi comment se croiser avec les autres institutions. Déjà, c'est une institution jeune, les centres d'art, comme les FRAC d'ailleurs, qui donc sont surtout nés dans les années 80, 90, mais bon, là, ils fêtent tous leur anniversaire là, en ce moment. Bon, bref, mais donc c'est comment ça se croise. Donc pour le centre d'art, je dirais que c'est par la production des œuvres, parce que les centres d'art produisent des œuvres qui ensuite se retrouveront dans les musées, les FRAC, même les ateliers, etc. Mais aussi, pour moi, un centre d'art, ça fait le croisement entre l'école des beaux-arts et les autres institutions, donc toutes les institutions, galeries, fondations, musées, FRAC, etc. Même ils peuvent se retrouver dans une foire. Mais les centres d'art sont des passerelles, d'ailleurs, le centre d'art passerelle. Ouais. Mais ouais, c'est peut-être par ça, ce croisement-là. Et aussi, nous, parce que oui, on a plein de partenariats avec par exemple,
Toutes les institutions, mais là, je vais m'arrêter là parce que oui, à part la production d'œuvres, j'avais une autre idée, mais je ne me rappelle plus, donc je vais passer la parole à. Ok, ouais. Mais la production des œuvres, ouais, c'est bien pour faire les croisements entre les artistes et toutes les Tu veux institutions. dire que quand une œuvre est produite par un centre d'art, Mm. ensuite elle circule Ouais, exactement. dans tout En fait, un ouais, voilà, ensemble en fait, vu que comme les centres d'art n'ont pas de collection, nous, les expositions déjà circulent, mais les œuvres produites par les centres d'art circulent énormément. D'ailleurs, oui, je disais, mais au-delà des musées, etc., les œuvres que nous, notre petit centre d'art a produit, s'est retrouvé dans la Biennale internationale d'art contemporain de Lyon, et ça va continuer, etc. Voilà, ouais. Et ça, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, bon, bah, c'est un peu fancy, mais souvent dans les cartels ou autres, il y a marqué production CACN Centre d'art de Nîmes. Ça peut se trouver partout dans le monde. Il y a plein de petites choses comme ça, mais ouais, peut-être par la production, même s'il y a plein d'autres arguments. Non, en fait, l'artiste va soit montrer, ensuite il a une programmation, lui, il a été invité ailleurs, soit, d'ailleurs c'est une très bonne question, pourquoi il allait faire la biennale? Parce qu'au tout début de l'exposition, qui a duré longtemps, parce que moi je fais des expositions assez longues, elle a duré presque 4 mois, au tout début les commissaires internationaux de la biennale, qui sont quand même les directeurs du plus grand musée d'art contemporain d'Allemagne, qui est à Berlin, le Hamburger Bahnhof, sont tombés sur Instagram, en fait, sur son travail au centre d'art, et l'ont contacté. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. C'est des gens qui vont chercher des commissaires extérieurs, des directeurs d'institutions ou autres, et des fois l'artiste aussi, qui de lui-même envoie son travail, ensuite le fait diffuser. Mais moi, à part ce que je fais là et tout le travail qu'on fait autour, après, c'est l'artiste qui sera contacté ou qui enverra lui-même son travail, quoi. Et dans certains cas, je me permets juste de préciser qu'il y a des itinérances d'exposition qui peuvent être organisées en amont, vraiment au moment de la conception de l'exposition, par un centre d'art qui va aller s'associer avec un autre centre d'art ailleurs dans le pays ou à l'international pour, dès le départ, vraiment envisager la circulation d'une exposition. Mais ça demande beaucoup d'anticipation. Mais je pense que cette question, il y a vraiment le gros mot économie, en fait, dont il faut parler. C'est-à-dire que cet écosystème, en fait, c'est une vraie économie. Et pour parler du point de vue de l'artiste, c'est clair qu'un centre d'art qui produit, c'est essentiel parce que les galeries commerciales produisent de moins en moins. C'est très, très cher de produire des œuvres vidéo, des tournages, etc., faire développer des photographies, les accrocher, etc. Et donc, c'est essentiel, en fait, d'avoir cette articulation entre institutions, galeries. Nous, parfois, à Drawing Now, on peut avoir des œuvres qui viennent de centres d'art. Et ce qui se passe, c'est que si le galeriste vend l'œuvre, il doit payer le pourcentage de production à l'institution, donner la part à l'artiste et ensuite se faire de l'argent dessus. Donc, il y a vraiment une articulation de marché qui se fait. Et en fait, parfois, on s'entraide et parfois, pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des éléments, en fait, comme ça, un peu disrupteurs de cette harmonie, comme par exemple les ventes aux enchères, qui sont qui sont spéculatives et qui parfois survalorisent des œuvres d'art et qui, du coup, coulent des artistes et de leurs galeries. Et puis, par ailleurs, il y a aussi le phénomène, comment dire, du langage d'un artiste qui a besoin d'un certain type de production et l'artiste n'arrive pas à générer cette économie justement pour produire son œuvre qui est son propre langage. Donc, il y a vraiment des choses comme ça qui viennent un petit peu désarticuler cet écosystème qui devrait être harmonieux en fait. Loïc? Non? C'est bon, tu ne veux pas répondre sur cette question de l'interaction? Toi, en tant que commissaire, pardon, j'insiste en fait. Je veux que tu répondes. Non, bien sûr. Mais moi, là où je pense qu'on se retrouve tous ensemble, parce qu'a priori, ce n'est pas des cercles qui se croisent beaucoup, un collectionneur, un artiste, une galerie, un centre d'art, un commissaire indépendant. C'est des choses qui gravitent autour de l'artiste. L'artiste, il est au centre, et autour de ça, il y a une constellation qui se construit en fait. Et après, il y a des moments où tout le monde se rencontre. Il y a des moments de vernissage, par exemple, où finalement, c'est le moment où on va retrouver un peu tout le monde à Passerelle. Moi, j'ai autant les galeristes des artistes qui vont venir, que des étudiants des beaux-arts, que des gens de la société civile, des habitants du quartier, que des collectionneurs du coin, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là aussi, on rencontre beaucoup de personnes. C'est aussi au moment des foires, justement, où moi, par exemple, je donne tous mes rendez-vous à des artistes internationaux ou des collègues qui sont à New York ou qui sont à Pékin. On se retrouve à Paris, à New York, des endroits comme ça pour discuter, pour créer des choses. Et après, bien sûr, il y a aussi les biennales qui sont aussi des grands moments de rencontre.
comme les Bals de Venise ou la Documenta. Et il y a toutes sortes de moments en fait, qui se créent. Mais c'est souvent des moments d'ailleurs assez festifs. Donc, c'est vrai que c'est des moments plutôt agréables en général. Merci beaucoup. Une dernière question qui vous est également adressée à vous trois, et ensuite on ouvre évidemment aux questions du public. Est-ce que vous voulez vraiment, là aussi brièvement, nous raconter la plus belle expérience que vous avez eue avec un ou une artiste? Tada! Alors, non, très naturellement, je devrais dire Irma Blanc, mais en fait, j'en ai tellement parlé et j'ai pensé cet après-midi à quelqu'un d'autre, en fait, quelque chose de très récent. Parce que je pense que en parler de plus belle, c'est très difficile, mais en tout cas, quelque chose de récent qui a été très fort. C'est une artiste qui m'a contactée, qui s'appelle Esmeralda da Costa, et qui est une artiste qui est issue de deuxième génération de l'immigration portugaise. Et donc, en fait, qui est complètement à l'inverse de mon expérience de la France. Moi, c'est moi qui ai voulu partir en France pour faire mes études. Mais j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont fait ce qu'on appelle le saut, c'est-à-dire traverser les Pyrénées et s'installer donc dans l'Hexagone, pas ici à La Réunion, c'était un peu trop loin, mais en tout cas, cherchant une vie meilleure, surtout sous la dictature, mais aussi pas forcément que pour des raisons politiques, vraiment de besoin de travail et de se nourrir. Et donc, en fait, c'était très, très beau comme rencontre parce qu'on a discuté de nos expériences très, très différentes et en même temps similaires aussi. C'est-à-dire, j'ai pu finalement discuter avec quelqu'un de l'expérience d'être portugaise en France, de ne pas avoir d'accent forcément, et du coup d'être un peu une espionne et d'entendre des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Surtout quand je suis arrivée pour faire mes études. Et elle a fait une vidéo qui s'appelle O Grito, le cri, qui est une vidéo qui m'a énormément marquée et en fait qui a beaucoup marqué les spectateurs qui pas portugais forcément, qui pleuraient devant cette pièce, qui soit pleuraient, soit la détestaient. Il y a pas, ça fait pas du tout, il n'y a pas de juste milieu. Et c'est en fait une forêt portugaise où il y a souvent des incendies, mais bon, je vais passer cette histoire, pour plein de raisons. Donc très reconnaissable pour moi, donc très percutant comme image. Et l'artiste se dirige vers la caméra et se met à crier. Et finalement, petit à petit, une forme derrière elle émerge. Et c'est une femme assez âgée qui crie aussi. Et elle a réussi par l'édition de vidéo de faire en sorte que le visage de cette femme apparaisse superposé au sien. Et soudain, il y a un troisième visage qui apparaît, qui pour moi est le visage typiquement portugais de la chanteuse Amália Rodrigues. Elle lui ressemble énormément, de la chanteuse de fado. Et en fait, ces deux femmes crient, l'une avec une voix beaucoup plus faible, la jeune femme avec une voix beaucoup plus forte. Et il s'avère que c'est sa mère qui ne comprend rien à l'art contemporain, qui était quelqu'un qui n'était pas du tout là-dedans, mais qui participe parfois à ces actions-là. Et c'est comme ça, finalement, qu'elle se retrouve au-delà du langage. Et donc, j'ai trouvé cette expérience aussi avec Irma Blanc, où il y a finalement une communication qui se fait par les arts plastiques, à travers toute une culture, à travers toute une histoire et des traumatismes génétiques aussi qui sont hérités, et que j'ai pu partager d'une certaine façon, tout en ayant une histoire commune avec elle, mais aussi très différente socialement, économiquement, politiquement, etc. Amalia Laurent. Amalia Laurent, parce que c'est une artiste que j'ai découvert pendant un jury document d'artiste, Occitanie, donc document d'artiste La Réunion, vous pouvez postuler, parce qu'en fait, pourquoi si vous postulez et que vous n'êtes pas pris, ça peut quand même amener des choses. Elle a postulé, elle n'a pas été prise, mais j'ai adoré son travail. C'est une franco-indonésienne qui vit à Paris, et Amalia Laurent, vous pouvez regarder, Laurent, vous pouvez regarder sur Instagram, etc. Vous pouvez vous la suivre, elle sera contente. Et en fait, je lui ai proposé un solo show l'année prochaine au Centre d'Art, d'avril à juillet, une exposition personnelle. Et en fait, c'est bien aussi par rapport au territoire, parce qu'elle a une histoire avec le territoire. Sa grand-mère vit à Nîmes, ce qui est dingue. Mais voilà, c'est tout. C'était une belle histoire pour nous. Elle n'a pas été prise, mais bon, elle a une exposition personnelle dans un centre d'art, ce qui est cool. Et ça, c'est important. Elle a je pense qu'elle a 29 ans. Candidatez toujours, même si vous n'êtes pas pris, il y a des choses qui peuvent arriver, même si vous obtiendrez quelque chose dont vous ne voulez pas, mais dont vous avez peut-être plus besoin. Et si vous n'êtes pas pris, ce n'est pas pour autant que vous ne serez pas pris les années suivantes. Merci pour la petite com. Donc, du coup, j'irai très vite. Moi, j'ai beaucoup parlé d'action de relation amicale aussi avec les artistes. Et pour moi, c'est très important. Et donc, du coup, je parlerai d'Ashraf Touloub, qui est juste un artiste que j'ai rencontré en 2012, donc j'étais encore étudiant. Et en fait, c'est une relation qui se poursuit. J'ai écrit pour lui, j'ai fait ses expositions. On est partis en vacances ensemble. Voilà. Donc, comme quoi, les choses. Maintenant, il est à Pompidou, il était à Biennale de Venise. C'est un grand artiste.
Et voilà, donc ça fait plaisir juste d'avoir ces relations qui se créent, d'amitié aussi. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Merci vraiment beaucoup. Y a-t-il des questions? Je passe le micro, mais juste avant, il y a beaucoup de questions. Moi, je voulais juste vous remercier, vous dire que sur la question de l'écosystème, je vous rejoins totalement sur tous les points et que dire aux étudiants, quand ils ont parlé là, de l'écosystème, on n'a pas forcément parlé de l'école d'art, mais bien évidemment, l'école d'art, elle rentre aussi dans cet écosystème. Dans l'école, aujourd'hui, vous m'entendez souvent et vous entendez souvent les enseignants vous rabâcher, ouais, la recherche, il y a une démarche plastique, il y a voilà, une position et une posture. On vous le rabâche souvent et on parle beaucoup de recherche et on parle très, très rarement d'économie. Et ça, c'est un gros défaut. Il en a parlé. Oui, mais nous, dans les écoles, on ne parle pas beaucoup de l'économie et c'est là où je rejoins totalement ce que vous avez dit parce qu'effectivement, l'artiste est au centre de tout ça. Et l'artiste, ce n'est pas parce qu'il est dans une forme d'économie qu'il n'a pas une démarche et une recherche particulière et un travail plastique particulier. C'est ça aussi qui fait la valeur de son œuvre et qui permet aussi de la monnayer, d'en développer un travail et de produire aussi des œuvres liées à cette recherche. Donc, vous voyez que tout a un sens et que si nous, on vous rabâche tout le temps de recherche, c'est important, le travail sur notre laboratoire, art, paysage, insularité, les questions de la Réunion et de l'île, c'est très important. Ça va aussi de sens et c'est après une conséquence qui va vers tout ça. Voilà, je voulais juste ajouter ça et dire que nous étions totalement en phase. Voilà, alors il y avait des questions. Je veux pas, on va commencer au fond. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut que je m'assoie. Bon, bref. Du coup, il faut que j'articule ma question. Ça va être un peu compliqué. Juste, vous avez parlé d'écosystème et du coup, forcément, il y a une codification qui découle de cet écosystème-là. Et je voulais justement parler du statut de l'image qui évolue ces derniers temps, notamment avec l'effervescence de l'image, avec les réseaux sociaux et tout. Et là, avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui inquiète, moi, ça m'inquiète personnellement. Et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce qu'on nous questionne beaucoup sur le statut de l'image et surtout le statut de l'artiste, puisque on est un peu des créateurs de l'image, du coup, voilà. Il ne faut pas du tout s'inquiéter. Je me permets de me lancer très rapidement là-dessus et puis je vous laisse répondre aussi. Il ne faut pas du tout s'inquiéter, il faut énormément s'inquiéter parce que la technologie, Étienne Jules Marais, l'inventeur dont je parlais tout à l'heure, en est vraiment le paradigme. C'est-à-dire que les médecins parlent encore d'Étienne Jules Marais alors que tout le monde l'a oublié parce qu'il a fait une énorme contribution à la médecine. Et la technologie n'est rien d'autre que ce qu'on en fait. La technologie n'a aucune intelligence particulière au sens où elle est un instrument. Mais le problème aussi, c'est qu'elle fonctionne toute seule. Et Étienne Jules Marais, il disait que finalement, la machine était en train de remplacer l'intelligence. Il a été un des premiers à penser en termes d'intelligence artificielle. Après, moi, je travaille avec une artiste qui s'appelle Jan Hopkins, qui, elle, considère qu'elle travaille en collaboration avec des générateurs de texte et une machine de dessin. Elle ne touche jamais la feuille. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est quand on va dans son atelier, il y a son crayon, donc le crayon qu'elle aurait utilisé, son crayon préféré, il y a sa feuille, et ensuite, elle travaille en collaboration avec ses textes. Elle a créé un environnement digital qui s'appelle Mama Garden. Il y a une zone qui s'appelle ménopause, donc c'est extrêmement spécifique, on va dire, à la femme, à la vie de la femme, et genrée même. Et à côté de ça, en fait, elle est en train d'inventer des langages, c'est-à-dire qu'elle considère que finalement, on n'a pas un vocabulaire, et ça, je suis complètement d'accord avec elle, on n'a pas un vocabulaire actuel, contemporain, pour parler de l'art. Moi, j'y crois profondément. Même dessin, je ne suis jamais très contente de ce terme. Je préfère expression graphique, j'en sais rien, d'autres choses. Mais en tout cas, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut être intelligent aussi et se méfier évidemment d'une trop grande confiance en fait dans ces machines, mais aussi savoir que c'est des gens en fait les machines. Et il y a beaucoup d'auteurs comme Rosie Braidotti, comme Donna Haraway,
et j'en passe, et des meilleurs, qui parlent justement des machines avec respect, comme des personnes, des êtres, parce que on ne peut pas faire fi de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mon téléphone dans mon sac, j'en ai pas, mais imaginons que j'ai des prothèses ou un pacemaker. Notre vie est avec les machines et les machines font parfois notre corps. Donc, il faut absolument qu'on reconnaisse ça, qu'on ne cesse d'avoir peur, parce que la technologie, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi d'autres choses en fait. C'est des machines, c'est des environnements. Et il y a aussi des artistes robots maintenant, pourquoi pas? C'est intéressant, non? Il y en a plein qui font des dessins, qui font de la poésie. Et la poésie que Jan fait avec le générateur de texte, on était tous ensemble dans son atelier. Donc, c'est GP3. Ensuite, ça fait penser à GPTO. Il nous a fait un poème qui était nul à chier. On l'a rejeté, c'était aucun intérêt. Puis après, je me suis arrêtée sur un autre poème et je me suis dit, c'est incroyable, c'est super beau. Elle me dit, mais ça, c'est lui. Et en fait, elle emprunte des expressions qu'il a inventées qui font extrêmement sens. Et on ne sait pas pourquoi, c'est de la vraie poésie. Mais voilà, c'est une collaboration. Après, voilà, je suis limitée dans ma réponse parce que je pense que je n'ai pas tout compris, en fait, et on est loin de tout comprendre de toute façon. Même à l'époque d'Étienne Jules Marais, il était très loin d'avoir compris l'implication de ce qu'il était en train de faire. Pour rebondir un peu sur ce qui est dit, aujourd'hui, l'humanité crée des millions d'images chaque instant sur Insta, sur TikTok. Ça, c'est un fait. Donc, on a une espèce de nouvelle dimension qui s'est créée. On a plusieurs sortes d'Internet. On avait le 2.0, 3.0, etc. On parle aujourd'hui de réalité virtuelle, de métavers, toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, par exemple? Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que finalement, on avait besoin de retourner à quelque chose de charnel, quelque chose d'humain, de tangible. Donc, d'une certaine manière, oui, bien sûr, on va avoir dans les prochaines années des machines qui vont créer des œuvres, des machines qui vont peut-être nous supplanter d'une certaine manière, mais on va revenir toujours à un moment dans un passé où on aura besoin en fait de tradition, on aura besoin. Aujourd'hui, ça en effet, aujourd'hui c'est une nouvelle tradition. Quoi. Je veux dire, tous les gamins sont sur leur téléphone lors du repas. Avant, c'était d'autres médiums, mais ça va changer aussi. Il ne faut pas se dire qu'on est foutu au final. Mais je pense que c'est aussi peut-être la part des artistes aussi d'être là, de ramener du sensible dans un monde qui en perd en fait. Donc moi je vous encourage vraiment à essayer de créer des images, mais des images pertinentes, pas des images qu'on consomme immédiatement. Parce que c'était le statut de l'image, en fait, j'y pense. Et ça, c'est une question très importante, en fait, je pense. Parce qu'en réalité, et c'est drôle parce que je regardais du dessin de la Renaissance et je me disais, c'est drôle, on voit vraiment que c'est du dessin de la Renaissance. Parfois, tu as des pépites comme ça, des choses qui sont un peu hors temps ou qui reviennent, qui soudain sont plus contemporaines que peut-être à l'époque. Mais en fait, ce qui est très bizarre avec l'époque où on vit maintenant, c'est qu'on dit qu'on est entouré d'images, en fait. Mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai parce que moi, j'adore TikTok. On en parlait l'autre jour. Enfin, je trouve ça, voilà, ça me fascine et c'est drôle et je suis fascinée par la créativité des gens dans TikTok. Mais quand on y pense, et vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est toujours les mêmes musiques. Donc, la tradie, c'est on reprend la même musique et on fait les mêmes mouvements et on fait les mêmes danses et on fait les mêmes sketchs, etc. Et en fait, c'est hyper limité. Et c'est ça qui est important, et je pense que je rejoins ce que dit Loïc, c'est que les artistes, en fait, ils sont là justement pour déconstruire tout ça. Et finalement, il n'y a pas tellement d'images que ça, c'est faux. On n'est pas vraiment dans ce monde d'images. Les textos, c'est hyper créatif, on invente un nouveau langage avec les textos. Pas nous, hein, nous on est trop vieux pour ça, mais vous le faites. Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment dans un monde d'images? En ce moment, je me questionne vraiment par rapport à ça. Mais en même temps, j'ai une lassitude énorme par rapport à l'image. Et je dois dire que, en fait, c'est la raison pour laquelle je regarde plutôt des œuvres performatives ou qui sont parfois un peu sèches dans ce que je vous ai montré. C'est qu'en fait, je trouve qu'on est vraiment parfois dans une espèce d'hébétude devant l'image, qu'on pense représenter quelque chose, mais qui finalement ne représente pas grand-chose. Surtout les séries qu'on regarde, les films qu'on regarde, c'est des rapports au réel qui sont complètement... qui ne déconstruisent pas le réel et qui faussement le reproduisent et qui en fait sont en train de créer des fictions complètement vides. Voilà, ça me fait peur. Dis quelque chose.
On va lancer un TikTok à l'école et on va les faire dans les bus, parce que les bus sont des machines pour l'école d'art. Autre question? Oui, bonsoir. Donc, c'était monsieur qui parlait fort tout à l'heure. D'abord, je vous souhaite bienvenue à La Réunion. Ça fait plaisir. J'ai une remarque et deux petites questions qui sont plutôt générales et pas du tout sur le fond. Donc voilà, moi je rebondis sur l'image de la Villa Arson qui ne m'a pas soutiré des larmes parce que j'étais locataire autrefois. J'ai terminé mes études en 92. Il y avait Clisson Besson, Jean-Philippe Vienne, pour ceux qui connaissent, et Christian Bernard qui a été directeur de MAMCO. Et je ne fais pas de commentaires sur ce que vous avez présenté, ça me rappelle juste une époque qui n'est pas très lointaine de La Réunion. Donc ça va dans le sens de ma remarque, puisque nous avons un écosystème aussi à La Réunion. Et ma question, en fait, c'est avant la remarque, c'est est-ce que vous êtes au courant de cet écosystème? Mais je vais sur ma remarque, c'était que pour dire que avec les lois de décentralisation, nous avons eu l'Artothèque, nous avons eu aussi le musée Léon Diex, puisque c'est le seul musée de la zone australe, équipé avec une collection en poste-voilà. Et nous avons connu François Cheval, qui a amené avec Marcel Tavé, directeur du FRAC à l'époque, une série d'artistes prestigieux qui étaient comme vous ici, mais de manière moins solennelle, en train de discuter et nous parler de l'art contemporain. Donc Shenzhen, Fabrice Hibert, Jean-Charles Blanc, Mohamed Elbaz, Olivier Keplin, Bernard Blisten, Guy Tortosa, etc. Voilà, donc ma question, je reviens dessus, c'est est-ce Des que gens vous êtes... beaucoup plus importants que nous, en fait. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, madame. Ce n'était pas du tout ça. C'était juste pour situer ce qu'on appelle l'écosystème ici à La Réunion, où je fais démarrer dans les années 90. Moi, je suis sorti en 92 de l'école. Et donc, il y avait une espèce de dynamique. Et bon, on ne va pas parler trop longtemps, ça prendrait vraiment trop de temps, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais on va dire que puisqu'on parle de l'écosystème, on peut souligner qu'il y a un écosystème à La Réunion, avec aussi des confinements, des clivages. Et voilà. Et donc, j'ai pris la petite note d'information vous présentant. Et je me suis dit, nous allons recevoir des nouveaux rois mages. Donc, ils vont nous aider à trouver un Eldorado de l'art, puisque c'est relativement difficile, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, de se rendre visible. Il y a même Mme Bachelot et Le Cornu qui ont fait paraître, non pas un amendement, mais une volonté de rendre visibles les Outre-mer, les Ultramarins. Quand même, ici, nous ne sommes pas très visibles. Donc, la situation est très complexe, mais il y a un bouillonnement créatif, que ce soit la jeune création et en même temps celle qui a précédé. Voilà. Et donc, quand je faisais cette petite boutade des rois mages à La Réunion, pas en Galilée, je voulais savoir de quelle manière on pouvait compter sur votre contribution, en dehors de candidater, évidemment, par les réseaux officiels que nous connaissons. Merci. Je vais peut-être commencer par répondre par rapport à, et je vais répondre, je vais me permettre de répondre un petit peu pour vous par rapport à la connaissance de La Réunion et de l'écosystème de La Réunion de nos invités. Ils sont venus pour une semaine. Ils sont venus pour une semaine rencontrer un certain nombre d'artistes, prendre le temps d'échanger avec eux pour en retirer une connaissance évidemment absolument partielle de cet écosystème. Il n'est absolument pas question qu'ils prétendent en avoir une connaissance absolue et étendue en si peu de temps. L'idée, c'est vraiment, comme le font les commissaires d'exposition partout, puisque ça fait vraiment partie de ce métier, c'est de faire un ensemble de studio-visites, de visites d'ateliers, d'aller rencontrer certains des artistes qui sont qui travaillent, qui sont représentés par Documents d'Artistes La Réunion, de prendre le temps d'échanger avec eux et de voir où ceci va les mener. Voilà, c'est vraiment après, à l'appréciation de chacun, chacune d'entre eux, d'entre elles,
de voir effectivement si ça peut mener à des collaborations. Mais si Documents d'artistes La Réunion invite des commissaires d'exposition, des directeurs de centres d'art, des directrices artistiques de foires, c'est évidemment pas innocent et c'est évidemment pour faire en sorte que ça contribue à la visibilité, exactement ce que vous disiez, des artistes de La Réunion à travers des programmations futures, des collaborations futures, des perspectives d'écriture de texte, chose que nous mettons aussi en œuvre. Et c'est quelque chose qui va s'écrire dans le temps. Documents d'artistes existe depuis 2019. C'est une toute jeune association. Les activités commencent tout juste. Donc, c'est une contribution très modeste à tout cet écosystème et à toute cette histoire qui existe bien avant nous et dans laquelle on s'inscrit. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais parler pour moi. Donc, est-ce qu'on est au courant de l'écosystème de La Réunion? Oui, on sait qu'il y a un tissu qui est très riche, on ne le connaît pas, et on vient vraiment aussi pour discuter, pour rencontrer des personnes, pour apprendre, en fait, tout simplement. Moi, si je suis venu, et ce qu'on m'a invité aussi, c'est parce que je vis et travaille à Brest, et que moi, j'ai vu tout de suite des grandes similitudes entre La Réunion et la Bretagne, que ce soit par une question de la langue, une langue qui est créolicique et le breton en Bretagne, mais aussi une question presque insulaire, en fait, avec un territoire, la Bretagne, qui est aussi assez exclu, finalement, en fait. On est loin de Paris, avec même aussi de l'argent qui n'est pas forcément là. J'ai vraiment envie de pouvoir tisser des ponts avec ce qui se passe ici. Puis aussi cette question de la mer aussi qui nous anime aussi en Bretagne. Et donc, en l'occurrence, moi, je viens ici, mais je viens aussi avec plein d'idées et j'ai vraiment envie, en effet, de pouvoir amener dans les bagages des artistes d'ici, en fait, et qu'on puisse travailler ensemble. Et pourquoi pas aussi d'envoyer des artistes du territoire breton aussi ici pour faire un mélange tous ensemble, en fait. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Quand vous parlez de la via action de Nice, oui, il y en a qu'une. D'accord. Voilà. Donc, OK. Et puis, je n'ai pas tout à fait entendu le nom de l'artiste avec lequel vous vous êtes lié, Monsieur Le Gall. Ashraf Touloub. 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 T-O-U-L-O-U-B. Merci. Oui, tu as regardé, c'est un très beau travail de dessin et de peinture aussi. Oui, on est toujours très amis. Il est bien en mariage il y a un mois. Tu ne m'as pas invité? Tu m'as pas invité? Oui. Bonsoir, merci à vous pour votre conférence. Moi, je voulais juste, c'était juste une remarque. Vous avez cité beaucoup d'artistes et je trouverais ça chouette la prochaine fois qu'on les écrive parce que c'était des noms assez souvent, pas. On va les écrire et vous les envoyer. Super, c'est trop chouette. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci. Petite biblio. Alors, les étudiants, il faudra ouvrir votre mail pour voir les noms des artistes. Voilà, Julien. Moi, ou alors on les à toi, écrira à l'entrée de l'école, on les marquera. Mais je prends le relais, je veux bien recevoir, on transmettra. On pourra faire ça, ouais. Oui. Bonsoir, merci pour l'initiative de cette soirée, puisque c'est presque la soirée. Juste une question sur, vous positionnez les centres d'art comme les lieux de l'émergence, et du coup, en termes de modèle économique, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que autour des droits de suite, puisque c'est les arts visuels qu'on crée ce concept des droits de suite qui inspire d'autres disciplines, d'autres secteurs, d'autres branches de la culture, est-ce que sur les droits de suite, quand vous produisez en tant que centre d'art, vous avez réfléchi à
à y être associé. En fait, comment est-ce que vous le monnayez, entre guillemets, à la fois après la première exposition, mais sur la continuité? Je ne sais pas si ma question est claire. Sur la question, alors, moi, je vais parler du point de vue de passerelle. Du coup, parce que moi, j'ai comment dire, un positionnement un peu particulier. C'est-à-dire que lorsque je produis une œuvre au centre d'art, je fais un contrat avec l'artiste, bien sûr, je paie la production, mais à partir de là, en fait, le reste, ce n'est pas pour moi. En fait. Je laisse absolument 100% des droits, 100% de l'argent généré par l'œuvre à l'artiste. Parce que je considère que déjà, ce que je donne en tant que rémunération, qui est entre, je vais vous donner les chiffres, c'est entre 2 000 € et 5 000 € pour une exposition personnelle, je considère que finalement, la production qu'on a fait ensemble, c'est du bonus en plus. Donc, du coup, souvent, moi, je préfère, en fait, en tant que centre d'art, laisser entièrement la propriété, les droits, et ainsi de suite, aux artistes. Mais ce n'est pas le cas de tous mes camarades. Ouais, répondre rapidement à ça. En fait, il y a dans les missions des centres d'art, dans les, on va dire les définitions, il y a l'aide à la création. Et effectivement, c'est une aide en plus de la rémunération, de la prod. Si l'artiste, cette œuvre lui appartient et qui, par exemple, il la revend avec sa galerie va prendre 50% et lui 50%. D'ailleurs, généralement, les galeries ne produisent pas et elles prennent 50%, ce qui est abusé. On a plein d'exemples comme ça. Mais bon, voilà, j'en ai des tonnes parce que nous, pas mal d'artistes que j'ai produits même avant, etc., qui ont eu ces choses-là. Bon, bref, ça rentre dans le marché. Mais, et aussi, ouais, effectivement, il y a une règle, mais qu'on applique très peu, c'est si l'artiste vend son œuvre, on peut demander de récupérer la production. Mais ce qu'on fait, enfin, moi, je ne l'ai jamais fait et je connais très peu de collègues de centre d'art qui a demandé de récupérer la production de ce que ça nous a coûté, quoi. Jamais. C'est une aide à la création. Et ça appartient donc à 100% à l'artiste. Et comme tu disais, après, c'est les questions aussi de cartel avec voilà, la petite mention production, centre d'art, voilà, et ça permet quand même de. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent inscrit là aussi dans les contrats. En général, c'est respecté et ça permet de, voilà, de notifier les choses de façon très claire et d'inscrire effectivement une histoire aussi. Voilà. Et juste pour ajouter aussi que, par expérience, je sais que certaines galeries, lorsqu'on, par exemple, un centre d'art ou un lieu de production demande un remboursement de la production, ils vont imputer ça à l'artiste. C'est-à-dire que je dis une bêtise. Un artiste vend une œuvre 100 000 € sur une foire, par exemple. La galerie va prendre 50%. Donc, elle va prendre 50 000 €. Mais en plus, on va dire que l'artiste, l'œuvre coûtait 20 000 €, était produite par le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo va dire ah ben non, on a droit à 20 000 €. Alors du coup, la galerie va dire ah ben alors du coup, sur les 50 000 d'artistes, on va en retirer encore 20 000 parce que bon, voilà quoi. Et donc au final, il reste 30 000 € à l'artiste. Donc c'est. Ouais, mais j'en connais plein qui font pas ça. Dans les galeries où j'ai travaillé, c'était toujours 50% de 50% ou alors tout pour la galerie. Ça montre bien. Il y a beaucoup de différences entre. Voilà. Voilà. Ça dépend des galeries. C'est en effet une très bonne remarque, mais je ne suis pas certain qu'on est vraiment loin en termes de montant sur ces questions. Enfin, par exemple, les budgets, pour être tout à fait transparent, les budgets des centres d'art en France, c'est 20 millions d'euros par an. 20 millions d'euros par an, enfin, c'est pas beaucoup pour 50 centres d'art. C'est peu. Par exemple, le budget de passerelle, c'est 500 000 € par an. On est 8 salariés déjà, donc on retire déjà 300 000 € de masse salariale. On retire 100 000 € pour allumer le chauffage et l'éteindre parce qu'on est en Bretagne et il fait froid. On retire après 100 000 € pour les expos et en fait, il n'y a plus rien. Donc, mais ça pour dire que la question financière, elle ne se réglera pas sur la question du marché, pas du tout. Elle se réglera sur la question de vraiment une aide. En fait, on fait un service public. Hein. On est là pour suppléer les tâches du ministère de la Culture. Donc, à un moment, c'est là où l'argent, en fait, il doit être. Je pense que Bernice. Et juste pour compléter, parfois, il arrive aussi qu'une œuvre coûte beaucoup plus cher à produire que ce qu'elle n'est vendue. En fonction de la cote de l'artiste, un artiste émergent peut-être va faire une vidéo qui va lui coûter 15 000 € de production, ce qui n'est pas délirant pour une grosse vidéo s'il faut voilà, hein, tout un plateau, etc. Et en fait, il peut la vendre 5 000 €. Et encore, c'est 3 000. Encore avec la vidéo, tu peux faire des éditions, mais si c'est une sculpture unique, ça va. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Monsieur. Oui, je trouvais très intéressant ce que vous disiez, monsieur. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, c'est difficile. J'ai dit que je n'allais pas aborder la partie fond parce que ce serait trop long.
du rapport, parce qu'on cite souvent l'art contemporain, et on sait qu'il y a des pro-art contemporain, des personnes qui sont anti-art contemporain, Luc Ferry, Finkielkraut et M. Yves Michaud, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'art, c'est fini »,« L'art contemporain, c'est fini ». Et donc, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on est dans un bouleversement. En France, c'est l'exception culturelle qui a toujours prôné, puisque c'était un système de subvention de l'État, de savoir quel est l'avenir de l'art contemporain en France, puisque vous êtes des spécialistes, et de le mettre en rapport avec l'argent. Je sais qu'à un moment donné, l'ancien ministre des années 80, Jacques Lang, a prôné un New Deal sur la culture et l'art pour voir comment on peut encore aider l'art contemporain. Je parle précisément de l'art contemporain, c'est comme genre, hein, c'est-à-dire et puis pas se retrouver comme on se retrouve quelquefois, où il y a des centres d'art qui sont en danger, ou même des écoles. Il me semble, alors, je ne veux pas être caricatural, mais en France, finalement, on est quand même assez chanceux par rapport à d'autres systèmes économiques et culturels, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. On a la chance quand même d'avoir des collectivités, l'État, qui sont là pour aider grandement. Je vais donner un chiffre, par exemple. Alors, je ne sais plus exactement le chiffre exact, mais je vais le dire comme ça. L'économie qui est générée par les centres d'art en France, pour les artistes, c'est 15 millions d'euros par an. L'économie qui est générée par les galeries, pour les artistes français, j'entends, en France, c'est 15 millions d'euros également. Sachant que pour les galeries, c'est-à-dire qu'on divise en deux, donc on a 7,5 millions. Ce qui veut dire aujourd'hui que clairement, on a un système, on va dire un système de marché, un système de rémunération qui marche en partie. Ce n'est pas un système qui marche correctement, puisqu'aujourd'hui, clairement, la rémunération des artistes n'est pas suffisante, puisque, et là, je vais dire notre chiffre, je ne suis pas certain, mais je suis de mémoire, je crois que ça, c'est 80% des artistes de moins de 30 ans sont en RSA, en précarité qui est énorme. Donc, il y a des modèles encore à trouver, mais sur la poursuite ou l'avenir de l'art contemporain en France, moi, je suis confiant parce qu'on a quand même un socle d'école qui est énorme, un grand réseau, avec des jeunes qui sont motivés pour faire ces écoles d'art en connaissant la précarité qui potentiellement les attend. On a quand même des institutions qui sont là derrière et qui ont pris une grande conscience ces dernières années de la question du statut de l'artiste et de la rémunération et du niveau de vie. C'est-à-dire que il y a quelques années, les associations de centres d'art ont voté en fait dans leur statut le fait qu'il y ait des rémunérations minimum pour les artistes à chaque fois qu'on montre leurs œuvres. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de choses qui vont vers le positif. Après, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans l'association qui s'appelle Art Contemporain en Bretagne, qui est une association qui réfléchit au statut des artistes, qui mélange à la fois des professionnels de l'art, des artistes, des institutions, etc. Et en fait, on réfléchit à un modèle économique pour les artistes. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a la question de l'intermittence, la question de la bourse de recherche. Et en fait, il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de trouver, en tout cas, pas encore des solutions, mais des moments où on va pouvoir améliorer le statut de tous, en fait, et de toutes. Oui, ça dépend beaucoup d'étapes, ça dépend du ministère du Travail, ça dépend de toutes ces questions-là, en fait, à mon sens. Oui, je pense que c'est marginal, mais oui aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment une globalité d'une économie, en fait, et qui aujourd'hui n'est pas assez mise en valeur. Hein. L'économie de la culture en France, c'est 50 milliards d'euros par an, de manière directe ou indirecte. C'est plus que l'agriculture. Une fois qu'on dit ça. Il y a une dernière question? Non? Eh bien, un immense merci pour votre attention. Merci. Merci à vous.